Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce quatrième épisode du podcast L'Instant Sportif, votre podcast qui va parler de l'actualité sportive et de toutes choses qui ont rapport avec le sport, avec notamment des chroniques plus poussées. Thierry Simard en compagnie de mon co-animateur Pierre-Olivier Deschamps. PO, ça va bien ce matin? Ça va super bien et toi? Ouais, ça va quand même bien aussi, effectivement. Oui, on dit ce matin parce qu'on tourne exclusivement un samedi aujourd'hui. C'était pour notamment pas être trop en retard avec un certain événement sportif que je vais parler plus en longueur dans ma chronique. Donc aujourd'hui, un peu qu'est-ce qu'on va faire le plan au niveau? Ben, tout d'abord, on va commencer toujours avec un petit bloc d'actualité. Après, on va chacun passer sur notre chronique personnelle. Moi, personnellement, je vais faire un preview du Tour d'Espagne qui commençait aujourd'hui. C'est le truc qui nous a poussé à enregistrer un samedi au lieu d'un dimanche. Également, PO, toi, tu vas continuer les previews de la division Pacifique. Donc, tu vas parler des 4 dernières équipes qui restent, c'est-à-dire les Flames, les Oilers, les Kings et les Golden Knights. Puis à la fin, on va avoir quelques petits débats également pour le quatrième bloc. Mais je te propose de commencer avec le bloc actualité en tant que tel. Donc, au niveau du hockey, on a quand même eu quelques nouvelles. Tout d'abord, un revenant, Ouais. littéralement, qu'on ne voulait pas nécessairement revoir dans la Ligue nationale pour. On sait ce qui s'est passé un peu en fin de carrière aussi, là, il y a un an ou deux. Milan Lucic qui signe un contrat d'essai professionnel avec les Blues de Saint-Louis. Lucic, pourquoi je dis qu'on ne voulait pas le voir? Parce que, je ne sais pas si tu t'en souviens, en 23-24, il avait signé avec les Bruins, puis il avait comme eu des trucs qu'il avait étranglé sa femme ou un truc ou sa blonde, en tout cas, peu importe. Mais c'était louche parce qu'on. Il me semble que la fille avait. Ça a l'air qu'elle avait du tort là-dedans aussi. En tout cas, je sais pas trop. C'est quand même assez bizarre. Mais sérieusement, genre, par exemple, Milan Lucic, là, avec Ouais. l'âge qui a ralenti pas mal, on va se le dire, là. Même ces dernières saisons, statistiquement, si on pense juste hockey, c'était pas fou, là. Ouais, tu sais, mais pareil, tu penses-tu que genre, il peut se faire une place dans l'alignement des Blues, genre, sincèrement? Puis même s'il en fait une, ça va être Ryan Reeves, Pezzetta, 0 points, puis il va se battre deux trois fois, là. Puis en plus, Ouais. Lucic n'a jamais été le plus rapide, que là, avec l'âge, surtout dans une ligue où on attend vraiment la rapidité comme élément numéro un, ça va être difficile, ça va être très difficile. Sinon, les Red Wings ont annoncé qu'ils vont retirer un numéro en particulier. Si je me souviens bien, c'est le numéro 91 de Sergei Fedorov qui vont retirer. Sergei Fedorov, qui était un joueur très marquant, notamment des Red Wings des années 90 et début 2000. Donc, un peu la dynastie des Red Wings, si je peux dire ça comme ça, là, avec leurs plusieurs coupes cette année. Mais il a gagné 3 coupes avec les Red Wings en 97, en 98 et en 2002. Puis en tout, dans sa carrière dans la LNH, Sergei Fedorov, c'est 1179 points en 1248 matchs. Puis ce qui est à noter, ben, c'est un centre en tant que tel. Il y a Mais aussi oui, un truc, 483 buts, il y a un truc qu'il faut 696 passes. rajouter, c'est qu'il a gagné un trophée Hart puis un Selkie la même année, puis c'est le seul de l'histoire à l'avoir fait. Le Selkie et le Hart la même année, jamais été fait autre que lui. Et il a même gagné un autre Selkie en 95-96. Donc vraiment un joueur très complet, très le fun d'avoir joué. Ben, je l'ai pas vu jouer, mais le monde qui me parle Ouais. de l'avoir vu jouer, là, souvent j'en ai parlé avec plusieurs. Là, puis c'était un des favoris de la foule. Là. Il était spectaculaire, il travaillait fort, il était bon dans les deux sens. Donc il mérite son chandail retiré. Puis sinon, ben, il avait pas tant ralenti en fin de carrière en tant que tel. Ben, il avait ralenti. Sa dernière saison LNH en 2008-2009 avec les Capitals, c'est quand même 33 points en 52 matchs pour quelqu'un il avait 50, là maintenant il a 55 ans, donc on se dit fin trentaine et puis quarantaine. Là. Pour un ancien choix de quatrième ronde, en tout cas en 89, vraiment une excellente carrière pour Sergei Fedorov. Sinon, si on continue au niveau d'actualité hockey, il y a eu quelques signatures. Tout d'abord, peux-tu nous parler un peu de la signature du contrat d'entrée de Brady Martin? Oui, Brady Martin qui a été drafté cinquième au total par Nashville au dernier repêchage, donc il signe son contrat d'entrée. Brady Martin, si vous savez pas trop c'est qui, en gros c'est lui qu'on pense qu'il est le futur Sam Bennett, un joueur comme ça, qu'en saison il va être bon, cinquantaine, soixantaine de points, mais qu'en série c'est lui qui va vraiment aller dans les coins, qui va frapper, qui va être là dans les moments importants. Comme au moins de 18 ans, il était très bon, puis en plus de ça, il frappe comme un train. Ça a l'air qu'il y a des scouts qui disent que s'il joue dans la Ligue nationale, genre demain, c'est déjà un top 5 des gars qui frapperaient le plus et qui frapperaient le plus fort. Donc vraiment, c'est un gars qui travaille fort, qui est capable quand même de faire des points, mais vraiment, c'est le package que tu vas chercher quand tu es allé chercher Brady Martin. Donc là, ils ont signé son contrat d'entrée. Puis sinon aussi, pas de luck parce qu'on a commencé avec la division centrale, mais 4 grosses signatures quand même relativement dans la dernière semaine. Toutes des équipes de la division centrale. Tout d'abord, Victor Olofsson qui a signé avec l'Avalanche 1 an, 1,575 millions. Donc, Victor Olofsson,
dans l'alignement de l'Avalanche, tu le vois à quelle place environ? Parce qu'on Ben, se dit qu'il fait l'équipe, là. je le vois sur un 3-4e trio, mais genre deuxième avantage numérique. Il y a quand même un bon tir sur OK. réception. Donc ça pourrait être un gars, s'il y a une blessure, qui remplace sur un top 6. Il y a quand même un petit punch offensif qu'on avait vu quand il était avec Buffalo. C'est sûr que là, il n'est plus le gars qui était. Il est pas tant vieux que ça, mais pareil, il est plus dans son prime. Mais c'est un bon ajout de profondeur. 1,5 million, c'est vraiment pas trop cher. Sinon, après, on a Frank Nazar qui est signé avec les Blackhawks une prolongation de 7 ans, 6,59 millions qui débute l'année prochaine. Parce que là, il est encore sur son contrat d'entrée, si je comprends bien. Effectivement. Donc, lui, aussi, ils en ont parlé parce qu'ils l'ont signé quand même beaucoup. C'est le joueur qui ont signé le plus cher pour le moins d'expérience dans l'histoire, dans la ligue, je pense. Ben, C'est il a ça? joué, je pense qu'il a joué 56 matchs. Ouais. Il a fait une 28 points, si je me trompe pas, quelque chose comme ça. Mais vraiment, on a vu qu'il avait du potentiel. En fin de saison, il s'améliorait. Il joue, il est pas le plus gros, il est comme 5 et 10, 5 et 11, mais il joue gros, il joue physique. Puis vraiment, depuis son junior, moi je l'ai adoré. Je l'avais dans mon top 10 à son année de repêchage. Si vous le saviez pas, on a donné Romanov aux Highlanders pour un choix. Puis après ça, ce choix, on l'a donné pour Kirby Doc. Et le choix est devenu Frank Nazar. Donc moi, personnellement, je prendrais Frank Nazar au lieu de Kirby Doc. Mais quand même, Frank Nazar, je trouve que c'est un très bon joueur. Puis il peut aussi jouer à l'aile. Puis aussi, c'est lui qui a marqué en tir de pénalité contre les Canadiens. Puis là, le but était refusé parce qu'on l'avait pas vu. Le line a Ah tiré. oui, Puis là, on est revenu. Ben, c'est lui qui avait c'est scoré, vrai. là. Ouais, ben, en fait. L'avant-dernier match de la saison, oui, c'est vrai. Mon Mais Dieu, en contre même temps, Chicago. cette controverse-là, moi je trouve qu'il n'y avait pas de controverse. Que oui, ok, le but il a été vu après, mais le gars il avait marqué. Là. Ouais, il a Genre, scoré un imagine, peu. on fait les playoffs, parce qu'on pouvait se qualifier si on gagnait les tirs de barrage. On réussit à faire les playoffs en gagnant parce que le but était marqué, mais qu'on n'avait pas. J'aurais pas, ça aurait été pas un bon sentiment. Là. Ouais, Le but était bon. Là, le monde qui chialait, il voulait juste ouais. absolument faire les séries. Absolument. Sinon, c'était un peu pas un débat, mais une espèce de, De conflit. pas comment ça, pas un conflit d'intérêt, mais tu sais, c'est un peu un truc que tu avais noté quand tu as parlé du Wild, c'est que Marco Rossi avait toujours pas signé, Ouais. mais finalement, ils l'ont re-signé prolongation de 3 ans pour 5 millions à chaque année. Donc, je peux nous en parler un peu Ben rapidement pour aussi. vrai, c'est un contrat quand même petit. Je trouve que c'est une très bonne signature pour le Wild. Oui, c'est pas à long terme, mais 5 millions, c'est vraiment pas beaucoup. Puis ils vont voir qu'est-ce qu'il va donner. Ça m'étonne parce que je me dis, aucune autre équipe a essayé de faire une offre hostile à Marco Rossi. 5 millions, c'est pas beaucoup, là. Hum. Mais en même temps, même le Wild avait essayé de le transiger au sabre pour JD Peterka. Puis même eux, ils avaient pas voulu le prendre. Que j'ai l'impression que son petit gabarit, le monde sont vraiment. Ouais. Ils ont vraiment peur de ça, mais en même temps, c'est un gars qui fait 60 points, puis l'année prochaine, il va probablement faire 65-70, c'est un centre. On s'en fout qu'il soit 5 et 2 ou 6 pieds 4. Là. S'il fait des points, ça peut aider une équipe. Ouais, exactement. La prochaine signature, c'est Luke Kunin qui a signé 1 an, 775 000. Tu as mis Floride dans les notes. Dans du coup, tu peux-tu me parler de la signature aussi? Ouais, Luke Kunin qui a signé avec la Floride, ça va être un ajout de profondeur. C'est vraiment pas très gros. C'est seulement 775 000 Pour eux, c'est une bonne ajout de profondeur. Puis en plus, comme on le sait, la Floride, ils n'ont pas beaucoup d'argent parce qu'ils ont signé Bennett, ils ont signé Marchand, ils ont signé tout le monde. Donc, ça va Ouais. être vraiment une bonne signature pour eux. Peut-être jouer sur le quatrième trio. Je pense que Kunin, il y a un avantage. Je le prends plus devant un gars comme AJ Greer. On le sait, il a gagné la Coupe l'année dernière. Je pense qu'il est meilleur que lui, donc il pourrait faire l'alignement. Ok. Je sais pas, j'ai comme bugué un peu, mais dans ma tête, Luke Kunin est encore à Nashville. C'est pour ça que j'ai Ouais, il a signé j'ai avec bugué la en Floride. voyant Floride. Puis sinon, on a vu les joueurs, pour finir avec le hockey, les joueurs qui ont été invités au camp des États-Unis pour les JO. Et là, mettons que dans les joueurs invités, ben, il y a des gros noms à l'attaque, tu peux me parler, mais c'est au niveau de la défensive que ça pêche un peu. Ouais, donc si on va rapidement dans les joueurs qui ont été amenés en attaque, il y a eu Boldy, Kyle Connor, Logan Cooley, Jack Eichel, Connor Garland, Cole Caulfield, Jack Hughes, Patrick Kane, Keller, Nice, Kreider, Larkin, Matthews, JT Miller, Nazar, justement, qui viennent de signer. Donc même après Ouais. seulement 56 matchs, il est invité au Mon Dieu, camp. Frank Nazar. Ben, Bedard est invité du côté du Canada, puis Celebrini aussi. Hein, Mais je suis pas Nazar aussi avait joué au dernier championnat du monde où ils ont Ah ouais. gagné la médaille d'or. L'or, Donc souvent, les équipes, quand le joueur vient jouer pour toi au championnat du monde, ils t'aiment beaucoup. Ensuite, ça, il y a Hein, Suzuki? Suzuki, ouais, il est pas très aimé parce qu'il va jamais. Nelson, Pinto, Robertson, Ross, Thompson, Brady Ketchuk, Trocheck et Tuck. Donc vraiment en attaque, c'est vraiment les gros noms. Là, si vous voyez pas Matthew Ketchuk dans la liste, c'est qu'il va pas faire ce camp-là vu qu'il est blessé, mais il est déjà Ouais. confirmé sur l'équipe. Donc il faut pas s'inquiéter là-dessus. Et très le fun pour Coco Caulfield qui a fait l'alignement. Est-ce qu'il, pas l'alignement, mais le pré-camp. Le camp, ouais. Ouais. Est-ce qu'il va faire l'alignement?
Je le sais pas parce qu'il y a peut-être pas de place sur le top 6. Puis Cole Caulfield sur un bottom 6, quatrième trio, je sais pas si ça peut fonctionner. En même temps, aux Olympiques, il n'y a pas vraiment techniquement de quatrième trio. Tous les trios Ouais, sont boostés, mais on va voir s'il va être capable de faire l'alignement. On va voir s'il commence la saison comme il faut. Et aussi, il y a Jake Genzel, la signature que j'ai aussi sur ma casquette. Jake Genzel, un ouais, joueur que j'aime bien. Et sinon, là, c'est en défense qu'il y a comme un problème. ouais. Premièrement, il y a 5 défenseurs qu'on est sûr qu'ils vont faire l'alignement. Ça, c'est sans surprise. Il y a Adam Fox, Charlie McAvoy, Quinn Hughes, Zach Werenski, puis Jacob Slavin. Ça, Ouais. c'est quasiment sûr qu'ils font l'alignement. Ensuite de ça, l'année passée, au 4 Nations, Faber a fait l'alignement, il est encore là. Noah Neffin, pas de surprise jusqu'à maintenant. Et là, c'est Non. après ça que ça commence à être des joueurs qu'on on sait pas qui va être invité. Là, il y a Luke Hughes qui est invité, Jake Sanderson, selon moi, c'est deux qui méritent. Et là, les gros problèmes commencent. Seth Jones, Lacombe, McDonough, Pesci, Pionk, Brady Shea et Alex Vlasic, mais pas Lane Hudson. Lane Hudson qui a fini sixième de la ligue pour le plus de points. Il a fini top 10, plus de points des défenseurs. Il a fini top Ben, 10, ouais, c'est ça. il a fini top 10 pour le Norris. Et il n'est pas invité. Tu es en train de me dire que Lane Hudson, un des meilleurs jeunes défenseurs, même s'il ne fait pas l'alignement, là, tu l'amènes pour qu'il commence à Oui. voir comment ça fonctionne avec USA. Tu l'amènes pas, mais t'amènes Brett Pesci, Neil Pionk, Brady Shea, qui a eu une saison plutôt médiocre avec Nashville, Alex Vlasic, puis Ryan McDonough. Ryan McDonough fera pas l'alignement et il a 38 ans, 40 ans. Donc c'est pas lui qui va être là dans 4 ans. Là. Après les Olympiques en 2030, là, il sera pas là. Donc moi je comprends pas comment tu peux amener tous ces gars-là avant Lane Hudson. Pour moi ça passe vraiment pas. Je comprends vraiment pas. Là. Ben, moi, écoute, c'est. Moi, McDonald, à la limite du Seth Jones, tous ces joueurs-là, c'est des joueurs d'expérience. Moi, c'est Alex Vlasic, là. Genre, sincèrement, je comprends pas, là. Puis Jackson Lacombe aussi, là. C'est sincèrement. Tu sais, excusez, mais Chicago, là, même si promoteur, là, à part si c'est Bedard ou Nazar, tu touches pas à cette équipe-là. Genre, sincèrement, là. Genre, pourrais, là. Alex Vlasic, il est bon, là, mais tu sais, yo, C'est pas Lane là. Hudson. Là. Mais Puis c'est pas ça, là, c'est le j'avoue que problème. les vétérans, au moins eux, il y a de l'expérience, mais j'avoue que Ouais. comparé à des Lacombe, Vlasic, eux, sont moins bons et autant ou genre un an de plus d'expérience, donc ça vaut pas la peine. Donc moi, je la comprends pas celle-là, mais bon, c'est pas grave parce que de toute façon, je pense pas qu'il aurait fait l'alignement parce qu'il y a déjà un Non, Quinn mais non plus. Hughes ou un Zach Werenski qui va être sur l'avantage numérique. Puis je pense qu'ils vont prendre un Sanderson, un Anafin, un Faber avant parce que c'est des joueurs qui connaissent déjà avec l'alignement, donc Ouais. c'est pas plus grave que ça, mais c'est quand même frustrant de voir qu'il aurait pu l'amener pour que en 2030 ou en 2028 à la Coupe du Monde, il soit déjà dans le bain parce qu'on le sait Hmm. qu'il va faire l'alignement à ces années-là. À part Ouais. si tout d'un coup il devient plus bon, mais ça m'étonnerait. Là. Ouais, effectivement. Donc c'est Ouais, ça qui c'est complète l'avenir, hein. un peu du côté du hockey. Ouais, effectivement. Sinon, on va passer du côté du soccer, parce qu'il y a quand même une petite nouvelle du côté du CF Montréal. Il y a une bonne signature quand même d'un joueur, ben, je dirais pas de premier plan, mais quand même un joueur qui est Ben, relativement bon. pour la MLS, c'est quand même de premier OK, plan. De ce que j'ai c'est bon. entendu, il pourrait ressembler un peu à Ignacio Piatti. Donc on sait Piatti a vraiment été excellent, mais je parle pas dans le même style, dans le sens que quand il est arrivé, on le connaissait. Ivan Rames, c'est lui le nouveau joueur. On le connaissait un peu, mais sans plus. Puis qu'il a vraiment Piatti, il a éclos avec le CF Montréal. Vraiment été très très bon. Ben, Ivan Rames, il a un peu le potentiel. C'est un milieu offensif, central. Donc il était très bon. Il a un bon gabarit. Il est quand même jeune, 24 ans. C'est jeune, mais pas trop non plus. Donc il connaît déjà un peu le milieu. Donc ça pourrait être un très très bon joueur qui pourrait envoyer des ballons à des joueurs comme Prince Owusu ou des trucs comme ça. Donc, il y a vraiment une très bonne acquisition. Moi, je trouve que c'est un très bon choix. Ça a coûté quand même cher. Si il joue beaucoup de matchs l'année prochaine, on va être obligé de payer 5,5 millions de dollars pour son acquisition. Donc, vraiment, enfin, un joueur pour le CF Montréal que la saison allait pas bien. Puis en plus de ça, avec la lettre qui était sortie il y a quelques temps, puis qu'on avait dit, oh, on va aller chercher un gros joueur, on va aller payer. Puis là, il n'y avait rien. Là, on était genre, ok, Matty Longstaff. Ok, Morales, ok, sans plus. Mais là, ils sont vraiment allés chercher le gros joueur. Donc, il va pas jouer aujourd'hui. On tourne un samedi. Il n'est pas supposé jouer, mais il va jouer en fin de saison. Donc, ça va être le fun de voir qu'est-ce qu'il peut donner pour l'équipe. Good. Effectivement, quand même bonne signature du côté du CF Montréal. Sinon, du côté de l'autre football, bien sûr, on va aller du côté de la LCF parce que les Alouettes, il n'y a rien qui va. On est rendu sur une quatrième défaite consécutive. Donc là, on a descendu en dessous de 500, 5 victoires, 6 défaites. Défaite de 26-13 aux mains des Blue Bombers. Puis là, on est rendu au quatrième corps arrière dans l'ordre, effectivement. Genre, si tu peux nous en parler un peu Ben là, au niveau des corps arrière. on est rendu avec James Morgan.
James Morgan, c'est vraiment pas un joueur que tu veux jouer. Il a pas mal fait, mais c'est pas Ouais. Alexander. Puis là, ça commence vraiment à faire pitié. Je sais pas si Duke va jouer un moment donné, ce qu'ils sont allés chercher. Mais là, ils le Ouais. font quand même pas jouer. Je sais pas pourquoi d'abord ils sont allés chercher. Peut-être qu'il y a un problème pour s'en venir, je sais pas. Mais là, ça commence vraiment à être compliqué. Comme on l'a dit au début, il était 5-2. Là, ils sont 5-6. Donc là, Mm. s'ils commencent pas à gagner, ça va être inquiétant quasiment pour les séries. Puis en plus de ça, on sera pas à domicile pour les premiers matchs. On va sûrement être l'équipe qui joue aussi en demi-finale, pas juste un bail tout de suite pour le final de l'association. Donc Ouais. ça commence à être inquiétant si les Alouettes commencent pas à gagner, là. Puis, mais par contre, il faut garder un petit peu d'optimisme là-dessus. Je pense que la dernière fois que les Alouettes avaient comme enchaîné 5 défaites de suite, c'est l'année qu'ils ont gagné la Coupe Grey il n'y a pas longtemps. Donc, Bon! Bon! ça va. Faut pas paniquer. Faut pas Alors, paniquer au ça veut dire que côté. c'est confirmé, il faut perdre le prochain match, puis on gagne la Coupe Grey. Confirmé. C'est bon. Effectivement. Sinon, au côté du baseball, eh bien, il y a un début qui faisait quand même beaucoup parler du côté de Toronto. Ben, c'est Shane Bieber, qui avait notamment remporté le trophée Cy Young en 2020, qui faisait ses débuts avec les Blue Jays. Shane Bieber, que les Blue Jays étaient allés acquérir lors de la date limite des transactions. Puis aussi, il faut noter qu'il a passé 16 mois sans jouer en tant que tel. Donc, ça faisait un bon bout de temps qu'il avait pas pris part à un match, justement. Puis, il a quand même très, très bien fait. En gros, dans son premier match hier, une victoire des Blue Jays 5-2. Si tu peux nous en parler un peu de sa performance, P. Ben c'est ça, c'était une très belle acquisition, on était comme tout contents quand on est allé chercher, mais en même temps, comme tu l'as dit, il n'a pas joué depuis 16 mois, donc on se demandait à quel niveau il allait être. Est-ce qu'il allait être à son niveau du Cy Young en 2020? Est-ce il allait être rouillé? Ben dans son premier match, il était fantastique, il a joué 6 manches, il a accordé 2 coups sûrs, puis un seul point mérité, et il a retiré au bâton 9 frappeurs, donc vraiment une performance incroyable. Donc s'il est capable de jouer comme ça pour le reste de la saison, et en série, pour vrai, les Blue Jays sont allés chercher tout qu'un bon lanceur, puis si jamais on pourrait le garder pour le futur, parce que un lanceur qui joue comme ça, t'en veux plein dans ton équipe. Donc c'est Mm. vraiment positif pour les séries éliminatoires. Puis les Blue Jays sont maintenant avec 75 victoires, troisième meilleure équipe de la ligue pour les victoires. Quand même. Donc, les Blue Jays qui vont toujours très, très bien. Ça va être intéressant à voir. On rappelle que les playoffs au baseball, ça commence fin septembre. Ben, la saison régulière finit fin septembre. Donc, ça va commencer début octobre. Donc, là aussi, ça va être à surveiller. On en parlera éventuellement dans un futur épisode. Puis, finalement, dernière nouvelle au niveau actualité, ça fait un pont en plus avec ma chronique, puisqu'on parlait un peu de cyclisme. On parlait parce que la semaine dernière, on avait parlé notamment du Canadien Michael Woods qui annonçait sa retraite. Lui qui roulait avec la Israel Première Tech. Et bien là, je vais parler de son coéquipier Derek G, qui est canadien lui aussi. Derek G, en gros, c'est un gars qui vient de la piste, mais qui s'est vraiment beaucoup démontré depuis. Il y a une progression quand même assez fulgurante. En 2023, il a terminé en gros 4 fois deuxième d'une étape du Tour d'Italie, en plus d'avoir fini plus combatif, deuxième du classement de la montagne. 2024, il a fini troisième du classement général du Critérium du Dauphiné, plus il a remporté une étape. Et il a fini neuvième du Tour de France, donc il avait très très bien fait. Puis cette année, il a encore beaucoup progressé, il a remporté quelques classements généraux, notamment le Haut Grand Camino, troisième du Tour des Alpes et quatrième du Tour d'Italie. Donc vraiment son meilleur résultat sur un grand tour. Quatrième du Tour d'Italie, c'était très très impressionnant. Et il était supposé faire le Tour d'Espagne. En tout cas, il avait été annoncé participant pour le Tour d'Espagne aux côtés de l'Israël Première Tech, mais ils l'ont retiré au dernier moment. Ils ont dit que c'était un accident à l'entraînement, mais en gros, hier, il y a eu une déclaration de l'équipe que ça a l'air que ses avocats auraient envoyé une lettre le 9 août disant qu'ils voulaient casser son contrat à 3 ans de la fin, puisqu'il techniquement son contrat dure jusqu'en 2028. Puis il l'enverrait chez la Ineos Grenadiers, donc en gros, qui est une formation britannique qui peut viser plus haut. Donc, on ne sait pas trop pourquoi il veut quitter l'équipe. Peut-être que c'est à cause qu'il veut viser plus haut, ou encore, ben, c'est financé par Israël, donc je peux comprendre que tu ne veux pas nécessairement t'associer à cette équipe-là. Donc, est-ce que ça va être à surveiller, mais ça peut être intéressant pour Ineos, parce qu'Ineos sont un peu en manque de leader pour des grands tours, puis voir un gars comme Derek G, ça peut être une bonne acquisition en tant que tel, même si c'est pas un Pogacar ou un Vingegaard, là, mais ça peut quand même être intéressant. Donc ça va être à surveiller. Donc en gros, lui, il voudrait casser son contrat pour aller tout de suite chez Ineos l'année prochaine, mais Israël Première Tech disent que son contrat, il va aller jusqu'en 2028, donc il reste là. Donc ça va être à surveiller. C'est pas la première fois cette année qu'il y a comme des trucs comme ça, parce qu'Evenepoel, techniquement, son contrat avec la Soudal, il durait jusqu'en 2026. Il a réussi à casser ça un an plus tôt pour aller tout de suite chez Red Bull. Donc, en tout cas, ça va être à surveiller. Sinon, ben, c'était tout pour le bloc d'actualité. Donc, on va directement passer à mon bloc en tant que tel, donc au niveau du Tour d'Espagne, parce que ça a débuté aujourd'hui. Au moment présent, lorsque je vous parle, il reste 22,7 km à la première étape,
que je regarde directement en bas. Donc, je vais pouvoir limite réagir en direct, si je peux dire ça comme ça. Donc, en gros, le Tour d'Espagne, en tant que tel, PO, si tu as des questions à me poser, tu pourras m'interrompre, parce que ça se pourrait que je parle pas mal. Ben c'est Donc, justement, en gros, pour eux qui ouais, connaissent pas trop ça, le vélo, est-ce que tu peux nous parler c'est quoi le Tour ouais, d'Espagne, la Vuelta, tout ça? ouais. Donc, en gros, ben, c'est sûr, je voulais en parler en tant que tel. Donc, la Vuelta à Espagne, en gros, c'est un grand tour. C'est un des trois grands tours de la saison cycliste, le troisième, le dernier des trois. Après le Tour d'Italie, qui est comme en mai-juin, et le Tour de France, qui est en juin-juillet, en tant que tel. C'est le plus jeune des trois aussi, puisque le Tour de France s'est écrit en 1903, le Tour d'Italie en 1909 et la Vuelta en 1935. Donc, c'est le plus jeune des trois. Puis cette année, c'est la 80e édition du Tour d'Espagne, mais c'est le 90e anniversaire de la première édition. Parce qu'en gros, contrairement au Tour d'Italie et au Tour de France, que ça a commencé annuellement chaque année, puis ça s'est juste arrêté genre pour les guerres, le Tour d'Espagne, ça a été plus compliqué. Il n'y a pas eu des éditions tout de suite, donc ça a vraiment pris comme le milieu des années 40 ou même des années 50 avant qu'il y a commencé à avoir des éditions à chaque année. Donc, mais depuis genre les années 50, c'est ininterrompu. Là. C'est qu'au moins, ont été capables de prendre leur rythme. Cette année, la Vuelta en tant que telle, ça va parcourir 4 pays. Le grand départ est à Turin, en Italie. Ça va également parcourir la France, Andorre, puis finalement l'Espagne en tant que telle. Je peux parler aussi de la course. Donc, un grand tour en cyclisme, c'est un total de 21 étapes pour environ 3000 km de course en tant que telle sur 23 jours, parce qu'il y a 2 journées de repos entre-temps. Donc, également, pour ce qui est du recordman de victoire finale, donc au classement général, il y en a 2 qui sont égaux. C'est l'Espagnol Roberto Heras, qui a 4 victoires, et le Slovène Primoz Roglic, qui n'est pas présent cette année. Roglic qui avait remporté l'édition de l'an passé. Sinon, ben, la Vuelta cette année, ça va durer du 23 août au 14 septembre. Pour ce qui est du recordman du victoire d'étape, on parlait beaucoup l'année passée de Mark Cavendish qui avait battu le record d'Eddy Merckx sur le Tour de France avec sa 35e victoire d'étape. Eh bien, le recordman de victoire d'étape sur la Vuelta, il y en a plus que sur le Tour de France. C'est Delio Rodriguez qui en a 39. Par contre, lui, c'était comme... ça s'est fait en 1941 et 1945. Donc, je peux pas vraiment dire que c'est pas que c'est moins impressionnant, mais c'est comme Merckx, lui, il l'a fait à une époque, genre années 60-70, il était vraiment dominant, puis Cavendish, c'était 2000, 2010, 2020. Donc, c'était plus récent en tant que tel. C'est ça, Cavendish, c'est un petit peu plus impressionnant que Delio Rodriguez, mettons. Mais actif, en tant que, pour les coureurs actifs, c'est Primoz Roglic qui en a 15 en tant que tel. Puis Roglic, c'est la première fois qu'il manque la Vuelta depuis 2018, je crois. Donc, ça va faire bizarre de ne pas le voir parce que Roglic, à chaque année qu'il participe depuis 2019, soit il gagne, genre, à part l'année en 2022, ce qu'il a abandonné, il a fini sur le podium à chaque fois. Donc, il était quand même très, très impressionnant, Roglic. Sinon, je peux faire là un peu du parcours en tant que tel. Le Tour d'Espagne, souvent les gens ils disent que c'est un peu le grand tour de la démesure. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'arrivées au sommet. Puis cette année, ben, ça ne fait pas exception à la règle. Il y a 10 arrivées en altitude sur les 21 étapes. Puis aussi au niveau des étapes en tant que telles. La première aujourd'hui, c'est une étape de 186 km quand même assez plate, une petite difficulté. Puis ça va finir en sprint. Mais des étapes qui finissent en sprint, sincèrement, là, il y en a peut-être, c'est là je regarde ça brièvement, il y en a peut-être 3, 4, il y en a peut-être 5 dans toute la Vuelta, dont la dernière étape, mais elle ne compte pas vraiment en tant que telle. Donc, c'est vraiment un tour de grimpeur. 10 arrivées au sommet. Déjà, juste demain, la deuxième étape, c'est un arrivée en altitude avec une montée de deuxième catégorie. Donc, tu sais déjà que demain, ça va commencer fort là, en tant que tel, puis ça va continuer. Tu as d'autres arrivées au sommet en troisième étape. Après, juste dans la première semaine, si je vérifie rapidement, pardon, il y a 3 arrivées au sommet de montée de première catégorie. Donc, ça va quand même être assez incroyable. Des grosses étapes de montagne quand même en première semaine. Donc, ça va être à surveiller. Puis sinon, je peux parler rapidement des gros noms qui sont attendus. Bien sûr, lui qui est sur toutes les lèvres, ben, c'est Jonas Vingegaard qui va notamment profiter du fait que Pogacar n'est pas là cette année. Donc Jonas Vingegaard, le Danois de la Visma-Leasebike, il vient de finir deuxième du Tour de France. Donc, tu sais, techniquement, il n'est pas tout à fait frais parce qu'il vient de se taper le Tour de France au mois de juillet en tant que tel. Mais Vingegaard, c'est comme le coureur qui est au-dessus de tout le monde, juste qui est derrière Pogacar. Donc, c'est comme le gros favori. Là. Puis si je parle en gros de ses résultats sur les grands tours, il a remporté 2 Tours de France en 2022 et en 2023. Il a fini 3 fois deuxième, à chaque fois derrière Pogacar. Également, il a fait 2 fois le Tour d'Espagne. En 2020, en début de carrière, il a fini 46e. Puis en 2023, il a fini deuxième. Donc, tu sais, il est quand même... il peut clairement viser la victoire finale en tant que tel. Sinon, cette année, il a gagné son plus gros résultat. Ben,
Son seul classement général qu'il a gagné, c'est sur le Tour de l'Algarve. Donc, c'est pas un gros classement général, mais il y a deuxième du Tour de France, deuxième du Critérium du Dauphiné. Donc, il a quand même des gros résultats là-dessus. Puis sinon, les deux autres favoris, c'est les deux ténors de la UAE en tant que tel. Donc, l'équipe à Pogacar qui a décidé dernière minute de ne pas participer à la Vuelta. C'est le Portugais Raro Almeida et l'Espagnol Juan Ayuso. Donc, en gros, eux, il y a comme un peu... C'est pas que c'est inquiétant, mais ils sont peut-être pas totalement frais. Ben, Juan Ayuso peut-être plus, mais Juan Ayuso a connu un Giro difficile. Il était dans le coup tout le long. Puis après, il a chuté, ça a mal été, puis il a abandonné. Puis Raro Almeida, qui était comme en support à Pogacar lors du Tour de France, il a chuté, fracture des côtes. Donc là, il revient à peine un mois plus tard. Donc on ne sait pas vraiment ça va être quoi son niveau de forme, Almeida. Mais sinon, pour la UAE, ils vont avoir une grosse équipe de support de montagne en montagne en tant que telle. Puis Raro Almeida, son meilleur résultat en carrière sur un grand tour, c'est troisième du Tour d'Italie il y a 2 ans. Puis le Tour d'Espagne, il y a 3 ans, il a fini quatrième. Puis Juan Ayuso, son seul podium sur un grand tour, c'était sur le Tour d'Espagne en 2022. Il avait terminé troisième aussi. Donc, ça peut être quand même des gros noms. Sauf qu'on va voir s'ils peuvent vraiment menacer Vingegaard en tant que tel. Là. Ça va être à surveiller. Sinon, est-ce que tu peux nous parler à peu près de chaque équipe un peu rapidement, voir c'est qui les plus gros noms de chaque équipe, puis c'est qui les grands favoris pour toi, genre si t'avais une équipe en particulier. Là. Ben, j'ai vraiment dit les gros favoris en tant que tel. Sinon, si je peux faire un peu le tour rapidement. La UAE, j'ai pas parlé de l'Australien Jay Vine qui a fini meilleur grimpeur l'année passée. Donc, lui va être à surveiller pour le classement de la montagne. C'est vrai que j'ai oublié de parler des classements. Je vais y venir en gros. Le Tour d'Espagne et le Tour de France sont très similaires, comme le Tour d'Italie, c'est qu'il y a 4 classements annexes. Le classement général, le classement par points, le classement de la montagne et le classement du meilleur jeune. Avec les autres classements, mais ça, on s'en fout un peu. Le classement du maillot, le classement général, c'est un maillot rouge. Donc, ça, c'est pour représenter. C'est le maillot jaune du Tour de France, c'est un maillot rouge sur le Tour d'Espagne. Le maillot du meilleur classement par points, c'est un maillot vert comme sur le Tour de France. Le maillot du meilleur grimpeur sur le Tour de France, c'est maillot blanc à pois rouge. Sur la Vuelta, c'est maillot blanc à pois bleu. Donc, c'est quand même reconnaissable facilement. Puis sur tous les grands tours, le meilleur jeune a toujours un maillot blanc. Donc, ça, c'est pas difficile à reconnaître en tant que tel. Donc, Jay Vine va être à surveiller pour le meilleur grimpeur du côté de la UAE. Sinon, du côté de la Visma, il y a 2 autres gros noms qui peuvent être à surveiller pour le classement général. C'est 2 Américains, Matteo Jorgensen, qui peut quand même être assez efficace. Je vais essayer de retrouver ses résultats en tant que tel. Il a remporté notamment 2 fois le classement général de Paris-Nice. Avait fini 2e du Dauphiné l'année passée, 2e du Tour de Romandie il y a 2 ans aussi, et 8e du Tour de France l'année passée. Puis également Sepp Kuss, qui lui est un peu plus comme un lieutenant, mais il a remporté le Tour d'Espagne il y a 2 ans. En gros, 2023, la Visma avait littéralement fini premier, deuxième et troisième avec Kuss, Vingegaard, Roglic. C'était n'importe quoi ce Tour d'Espagne-là. 3 coureurs de la même équipe sur le podium. Puis Sepp Kuss, c'est pas le gars qui gagne les grands tours, c'est vraiment un lieutenant, mais il avait comme un peu laissé gagner, genre, sans être méchant, mais c'est le cas, là, il avait vraiment laissé gagner, parce que Vingegaard et Roglic étaient au-dessus. Donc lui, il a techniquement une Vuelta à son nom, mais il va être plus là en tant que lieutenant, il va pas vraiment être leader. Sinon, pour la Lidl Trek, il y a un nom qui va être à surveiller, plutôt 2 en tant que tel. Giulio Ciccone, qui peut jouer les classements généraux, mais il a dit peut jouer le classement de la montagne. Donc ça, c'est un Italien qui a déjà fait des top 10 sur des grands tours. Il a déjà fini meilleur grimpeur du Tour d'Italie et du Tour de France. Donc il manquerait juste le classement de grimpeur de la Vuelta. Puis également un sprinter, Mats Pedersen, qui va être comme un des principaux rivales à Jasper Philipsen. Pour la Movistar, ils n'ont pas vraiment de gros noms, parce que leur gros nom d'habitude, Enric Mas, qui est toujours pas bon sur le Tour de France, puis qui fait toujours un podium sur le Tour d'Espagne, il n'est pas là cette année, c'est quand même un peu bizarre. Donc la Movistar, il ne va pas avoir grand-chose à dire sur eux. Pour la Red Bull Bora, Roglic ne viendra pas cette année. Il a déjà enchaîné Tour d'Italie, Tour de France. Il va y avoir Jay Hindley qui a remporté le Tour d'Italie il y a 3 ans, même si c'est un peu plus compliqué depuis. Puis Giulio Pellizzari qui a fini dans le top 10 du Tour d'Italie cette année, même s'il annonce plus jouer le classement de la montagne. Donc ça va être à voir en tant que tel du côté de la Red Bull. Pour la Soudal ou la T-Rex Quick-Step, ils ont un nom un peu spécial cette année. Pas vraiment de gros noms. Il y a Valentin Parapin qui peut peut-être aller chercher une victoire en échappée. Il était déjà allé chercher la victoire sur le Ventoux sur le Tour de France cette année. Sinon, Mikel Landa, il ne va pas vraiment jouer le général. Il a une préparation compliquée. Il s'est blessé lourdement en première étape du Giro. Puis Evenepoel, on sait, il s'en va. Donc, pas vraiment d'ambition au classement général pour la Soudal. Sinon, pour ce qui est de la Ineos, qui est l'équipe que je représente aujourd'hui avec mon coton ouaté, la Ineos Grenadiers, c'est un peu mon équipe préférée. C'est l'ancienne équipe de Chris Froome notamment, puis c'est l'équipe de Geraint Thomas. Donc, tu sais, ils étaient beaucoup plus performants sur les grands tours avant qu'ils sont maintenant. Il va y avoir mon chouchou,
pour la Vuelta, j'ai vraiment envie de le voir sur le podium final. Je l'ai même mis dans mon fantasy. C'est le Colombien Egan Bernal. Egan Bernal, c'est un gars qui aurait pu avoir une grande carrière s'il n'avait pas été blessé autant. En gros, il avait rentré en contact avec un autobus en entraînement en 2022. Il a une longue convalescence. Il n'a pas pu. Il a perdu beaucoup d'années de son prime techniquement. Mais Egan Bernal, quand il était jeune, il était vraiment dominant en montagne. Il a remporté le Tour de France en 2019, le Tour d'Italie en 2021. Donc, il manque juste le Tour d'Espagne techniquement. Egan Bernal, il est vraiment sur une pente ascendante. Cette année, on l'a vu je l'ai trouvé très, très impressionnant sur le Tour d'Italie. Il a quand même fini 7e. Oui, 7e, c'est pas si bon, mais il a chuté quand même plusieurs fois. Puis c'était vraiment un des meilleurs en montagne qui attaquait souvent. Donc, il va vraiment être à surveiller, Egan Bernal aussi. Sinon, il y a Magnus Sheffield, puis Filippo Ganna pour la Ineos. Puis ça, Ineos, il faut le noter, c'est que cette année, il y a un truc qui est très, très rare sur les grands tours, contrairement, par exemple, au Tour de France ou au Tour d'Italie, c'est qu'il y a un contre-la-montre par équipe. Donc, en gros, c'est chaque équipe vont s'élancer en même temps. C'est les 8 coureurs de la même équipe. Puis ils vont essayer, en gros, de finir le plus rapidement possible. Puis ça, d'habitude, on voit ça jamais sur un grand tour. La dernière fois qu'on a vu ça sur le Tour de France, c'était en 2019. Le Tour d'Espagne, il y en a un peu une limite à chaque année. Puis le truc, c'est que le parcours du contre-la-montre par équipe, c'est lors de l'étape 5. C'est une étape de 24,1 km et relativement assez plat. Donc, on a besoin de bons rouleurs. Et la Ineos, là-dedans, ils ont un ancien champion du monde du contre-la-montre, Filippo Ganna, également Miral Kwiatkowski, qui est très fort, Magnus Sheffield aussi. Donc, pour Egan Bernal, il va pouvoir profiter, même s'il est champion colombien du contre-la-montre, il n'y a pas de gros niveau, là. Il n'y a pas de gros niveau au championnat de Colombie du contre-la-montre, mettons. Mais pareil, il va pouvoir profiter sur une excellente équipe de rouleurs. Il y a Bob Jungels qui est champion luxembourgeois aussi. Donc, tu sais, ça va être une bonne équipe de rouleurs. Il va pouvoir profiter de ça pour peut-être essayer de gagner du temps sur d'autres au général. Puis sinon, pour Ineos, je peux parler de Victor Langelotti qui a connu un gros Tour de Pologne aussi. Donc, lui, il va être à surveiller peut-être pour en échapper au support. Sinon, pour la Alpecin de Koenig, ça va être tout pour Jasper Philipsen. Ça va pas jouer le général, mais ça va juste jouer en gros les sprints. Jasper Philipsen, meilleur sprinter du Tour de France il y a 2 ans. Il va jouer le maillot vert aussi. Il a abandonné sur le Tour de France rapidement cette année, donc il va être à surveiller. Sinon, pour la EF Education Easy Post, l'équipe américaine, peut-être Esteban Chavez a déjà fait des podiums de grand tour. La Vuelta, mais c'était en 2016. Donc, il est vieillissant, mais peut-être jouer encore une victoire en échappée, ça peut jouer quelque chose. Sinon, pour la Décathlon AG2R, il va falloir surveiller Félix Gall au niveau du classement général. Il vient de finir récemment, je crois que c'est 5e du Tour de France, donc il a quand même un gros niveau. Bruno Armirail aussi, qui a connu un gros niveau en échappée sur le Tour de France. Et Léo Bizio, ça va être son premier grand tour. Donc, à surveiller aussi. Pour la Bahreïn Victorious, ça va être Antonio Tiberi, qui a fini top 5 du Giro l'année passée, le jeune Italien. Sinon, ça va être pas mal le gros nom, donc ça va jouer le classement général pour la Bahreïn avec Tiberi. Pour la Q36.5, qui est une équipe un peu invitée, il y a Tom Pidcock, qui n'a pas eu un gros Giro. C'est un gars qui est supposé jouer le général, mais il n'a jamais progressé avec Ineos. À part sa victoire d'étape sur l'Alpe d'Huez en 2022, il n'a vraiment rien fait depuis sur les grands tours. Donc là, il va quand même jouer le général. On va voir ce que ça donne, mais il a l'air un peu plus performant que la Q36.5. Sinon, il y a un Canadien qui va être à surveiller. C'est un des 2 Canadiens présents. C'est Nicolas Zukowski, un ancien champion sur route. Mais il ne va pas nécessairement jouer les gros rôles en tant que tel, Zukowski. Pour la XDS Astana, ça va jouer le maillot à poids avec Lorenzo Fortunato qui a été absolument dominant sur le classement des grimpeurs du Tour d'Italie. Donc Lorenzo Fortunato, ça va jouer, sinon ça va être les échappés pour Astana. Pour la Groupama FDJ, il y a David Gaudu qui peut essayer de bien faire. Sérieusement, David Gaudu, je riais un peu de ce gars-là avant parce que c'était comme l'espoir numéro 1 des Français en classement général. Puis à part sa 4e place un peu chanceuse sur le Tour de France il y a 3 ans, il n'a rien fait vraiment. Mais l'année passée, lors de la Vuelta, il était vraiment très, très impressionnant, un des plus forts en montagne. Il a fini 6e. Donc, ça va être à surveiller, mais il était un peu blessé. Pas une grosse saison pour Gaudu. Sinon, Stéphane Kung, un excellent rouleur aussi. Donc, il va peut-être pouvoir jouer le contre-la-montre. Après, pour les autres noms au général, il y a la Jayco Alula avec Ben O'Connor, qui avait fini 2e l'année passée de la Vuelta avec Decathlon à l'époque. Donc là, il n'a pas connu un gros Tour de France, donc ça va être à voir pour Ben O'Connor en tant que tel. Du côté de la Jayco Alula. Sinon, il y a Arkea BNB Hotels. Ils vont essayer de jouer le général avec Christian Rodriguez, mais je ne m'attends pas à grand-chose de ce côté-là non plus. Il va peut-être jouer un top 15, maximum un top 10, mais ça va être compliqué. Sinon, si je regarde vraiment les autres gros noms en tant que tels, pour le général, il n'en reste plus trop. Il y a des petites équipes qui peuvent être intéressantes, notamment 2 équipes espagnoles, la Cara Rural Seguros RGA et la Burgos Burpelet. Eux, ça va jouer les échappées. On va essayer de montrer le maillot. C'est pas des équipes pro team, c'est des équipes un peu. C'est des pro team, mais ils sont pas dans le World Tour. Donc, ça va jouer. C'est pas des gros alignements qu'ils vont avoir, mais ça va jouer les échappées. Ça va montrer le maillot. En gros, littéralement, en tant que tel.
Sinon, la Lotto, ça peut essayer de jouer les sprints avec Ilia Viviani, mais c'est pas vraiment le meilleur sprinter, il se fait vieillissant. Du côté de l'Intermarché Wanty, on n'a pas vraiment amené de gros sprinters, donc on va jouer les échappées avec Luis Menciès, qui a déjà connu des top 10 sur des grands tours, mais tu sais, il commence à se faire vieillissant aussi. Pour la pique-nique Postenel, ça va peut-être jouer les sprints, ça va jouer les échappées. C'est pas une grosse équipe non plus au niveau de l'alignement en tant que tel. La Cofidis, c'est pareil. Ça va jouer les sprints avec Brian Cocard, mais il s'est jamais vraiment montré World Tour. Et Emmanuel Bourgman se fait vieillissant aussi, donc pas vraiment de général là-dessus. Puis finalement, la Israël Première Tech, ben, il y a un Canadien aussi, ancien champion canadien de contre-la-montre, Pierre-André Côté, c'est son premier grand tour, donc il va être un peu à surveiller. Bon, on va le surveiller puisqu'il est canadien en tant que tel, mais sinon, ça va jouer les sprints avec du Ethan Vernon aussi. George Bennett peut essayer de faire quelque chose, mais en tout cas, ça va être assez compliqué. Donc, si rapidement, pour conclure, parce que je pense que j'ai quand même beaucoup parlé, si je peux faire un peu des prédictions, facilement, ce qui serait facile à prévoir, c'est une victoire de Vingegaard avec les deux gars de la UAE en 2 et 3. Puis c'est ça qui risque d'arriver. Par contre, il faut noter un truc avec la UAE, c'est que Juan Ayuso, parce que là, la UAE, ils ont Pogacar qui peut jouer les grands tours, il y a Raro Almeida, il y a Isaac Del Toro qui s'est beaucoup montré sur le Tour d'Italie, il finit deuxième cette année. Juan Ayuso, oui, il peut se montrer, mais il a commis des saisons un peu plus difficiles sur les grands tours. Donc, c'est un peu comme le gars de trop, puis on sait qu'il veut potentiellement quitter la UAE. On ne sait pas trop où. Il y en a qui disent Movistar, d'autres la Lidl Trek, donc ça va être à surveiller. Puis surtout, Ron Ayuso, c'est le gars qui va jouer pour lui. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en gros, tu le verras pas rouler pour son coéquipier. Genre, sincèrement. Donc, est-ce qu'il va comme avoir une guerre interne chez la UAE, que genre, ils vont vouloir aider Almeida, mais en même temps Ayuso, puis s'il y a un des deux qui va se retrouver hors course, il va pas nécessairement aider l'autre. Donc, tu sais, c'est ça qui va être à noter aux côtés de la UAE. Donc, ça pourrait ouvrir la porte à Matteo Jorgensen pour l'avissement, justement, même s'il n'a pas une année très, très facile. Ça peut ouvrir la porte à un Egan Bernal également du côté de la Ineos, à un Félix Gall, à un Tiberi. Donc, ça va être à surveiller en tant que tel. Donc, facilement, je mettrais Vingegaard avec les deux UAE. Mais, tu sais, ça va dépendre. Puis, il y a eu ça de la misère sur les derniers grands tours. Donc, c'est peut-être un UAE. Puis après, la troisième place, ça peut être ouvert. Peut-être un Félix Gall, un Egan Bernal. Donc, tu sais, ça va être à surveiller. Maillot vert, ça va être. Mon favori, c'est Jasper Philipsen, à moins qu'il y ait une chute. Puis, en même temps, il n'y a pas tant d'espace d'étapes de montagne. Donc, littéralement, on pourrait dire qu'un nom général comme Vingegaard pour aller jouer le maillot vert, c'est pas rare qu'on voit un gars sur la Vuelta remporter le maillot vert, un gars du classement général aussi. Maillot à poids, ben, meilleur grimpeur, ça va jouer entre Jay Vine, un gars du classement général, un Giulio Ciccone, un Lorenzo Fortunato. Puis maillot blanc, ben, ça peut être Juan Ayuso s'il réussit bien son général. Sinon, en tant que tel, je me souviens plus si Félix Gall est éligible, je crois plus. Mais sinon, il va y avoir d'autres noms qui peuvent essayer de jouer le maillot blanc. Donc, ça va être sur 3 semaines. Je vais en parler un peu à travers les prochaines semaines qui vont arriver. Puis, on va faire un bilan à la fin de la Vuelta. Ce ne sera pas tout de suite. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir. Ça va être probablement le grand tour le plus ouvert cette année. Bah, moins ouvert que le Giro, mais il va être plus intéressant que suivre niveau ouverture le général que le Tour de France, mettons. Et là, j'ai une dernière question à te poser. Oui. Si tu avais un peu une carte cachée, un gars qu'on peut moins s'attendre, mais qu'il pourrait genre grimper au classement général puis faire une surprise. Si t'en avais un à choisir. Ben, je vais y aller avec mon favori. Je vais y aller avec Egan Bernal aussi, parce qu'Egan Bernal, cette année, sur ses gros résultats, c'est du top 6, top 16, comme exemple sur top 6, top 16 sur le Tour de Catalogne, sur le Tour de Burgos. Mais sur le Tour de Burgos, il disait que c'était vraiment un gars qui montait en puissance au fur et à mesure. Puis pour être sur le Giro, il était vraiment quand même fort. Juste les chutes puis la fatigue un peu. C'est la première fois qu'il rejouait gros sur un classement général depuis comme la Vuelta en 2021. Donc, tu sais, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué gros. Donc, moi, je pense que ça peut être la carte cachée. Il peut vraiment aller chercher un gros résultat au niveau du général. Sinon, j'aimerais bien voir un Félix Gall parce qu'il peut être très, très solide en montagne. On l'a vu sur le Tour de France en tant que tel. Puis sinon, ben, David Gauzu pour toujours essayer de jouer gros parce que techniquement, niveau difficulté, la Vuelta, c'est le moins dur des trois. C'est ce qu'ils disent dans le Tour de France puis le Giro. Puis David Gauzu avait été fort. Donc, tu sais, je vais mettre ma carte cachée sur Egan Bernal. Puis sinon, il y a comme Giulio Ciccone parce qu'il a vraiment été fort sur le Tour de Burgos. Mais il était comme, non, je joue le classement de la grimpeur, mais il pourrait jouer le général. Donc, ça va t'avoir, mais je vais garder avec Egan Bernal pour ma carte cachée. Parfait. Donc, merci beaucoup d'avoir fait un résumé du Tour d'Espagne. Vraiment, il y a beaucoup de cyclistes. Je trouve ça impressionnant que tu viens de vraiment toutes les équipes. C'est pas facile. Et aussi, c'est vraiment plate de ne pas voir le grand favori être là. Il est absent cette année. Donc, Ben, j'ai hâte il de a voir dit qui va qu'il était l'emporter. fatigué.
Mais Pogacar, on sait, il va faire les championnats du monde, championnats d'Europe, Grand Prix cycliste. Donc, il va être là, le Tour de Lombardie. Là, justement, l'étape a fini dans 4 km. Donc, ça se pourrait que je réagisse un peu pendant ta chronique, Elena. Je pense que je vais essayer de suivre ça de loin. Mais on va passer au preview. Donc, la semaine dernière, on a fait les Sharks, le Kraken, les Ducks et les Canucks. Cette semaine, on va aller avec les deux équipes de l'Alberta, donc les Flames et Oilers, puis finalement les Kings et les Golden Knights. Puis il va y avoir des choses à dire. Donc, PO, je vais te laisser aller avec les Flames. Oui, donc les Flames ont fait beaucoup de prolongations de contrats. Premièrement, Matt Coronato, une prolongation de 7 ans, 6,5 millions de dollars. Je trouve que c'est quand même bon. C'est un bon jeune qui peut se développer. Par la suite, ils ont signé Justin Kirkland, 1 an, 900 000. Donc lui, vraiment, c'est un ajout, c'est une prolongation de profondeur. Sinon, une signature que je me pose vraiment énormément de questions, c'est Kevin Ball. Kevin Ball, un bon défenseur selon moi de troisième paire, peut-être deuxième. Mais avec eux, j'ai vu que souvent, il jouait peut-être même sa première paire. Ben, eux, ils pensent que Ah, c'est un défenseur top 4 parce qu'ils l'ont signé 6 ans, 5 350 000 dollars. Donc, c'est énormément d'argent pour un défenseur de ce hum. niveau-là. C'est à peu près le même contrat qu'un Caden Goulet a signé. Puis Caden Goulet est 100 fois meilleur que Kevin Ball selon Ouais, moi. ouais. Donc, je trouve que c'est un peu beaucoup d'argent, mais en même temps, c'est rendu ça le prix d'un défenseur qui est capable de jouer beaucoup. Donc, on va voir ce que ça va donner. Sinon, ils ont signé une prolongation de contrat à Joel Henley, 2 ans, 1,2 million de dollars. Comme on le sait, il était en train de célébrer parce que c'est un Canadien Abs À Legend. Abs and Youth Legend, genre les deux. Là. Ouais, c'est incroyable, ça peut pas être mieux. Ensuite, ceux qui ont changé dans les buts, c'est plus Dan Vladar qui va être le deuxième gardien, ça va être Ivan Prosvetov, 1 an, 950 000 dollars. Oui, Ben, je peux rajouter un truc parce qu'Ivan Prosvetov, j'ai ben, pas le mérite de le connaître, mais il a été drafté par les Coyotes, donc il a joué quelques saisons là-bas. Il y avait beaucoup d'espoir en lui, mais il n'était pas tant incroyable. J'avoue, je suis moins au courant un peu de ses stats au niveau de la KHL, parce qu'il a joué en KHL l'année passée. Ben, dans les dernières années, il a joué KHL. Donc là, on le voit revenir dans la ligue. Mais tu sais, avec les Coyotes, on en disait, en même temps, il n'a pas été aidé dans ses dernières saisons. Parce que je me souviens, là, en 2021 puis en 21-22, il faisait gauler littéralement contre Colorado. Et c'est comme, il n'y avait pas de chance. Il était jeune en tant que tel. Ah, il a joué avec Colorado en 23-24, j'avais oublié. Puis en 23-24, il a joué 11 matchs avec l'Avalanche, il était 4-3-1, 3,16, 895. Ça reste meilleur que Georgiev, mais pareil. Euh, Sinon, l'année passée, avec le CSKA de Moscou, c'est 20 victoires, 16 défaites, 2 défaites en prolongation. C'est 2,32, 920. Donc, vraiment des bons chiffres quand même dans la KHL. Donc, on va avoir peut-être un an hors de la LNH. On va le revoir maintenant dans la Ligue nationale avec les Flames. Donc, ça peut être un backup intéressant. Donc, ça va être à voir. C'est sûr que dans les dernières années, il était surtout là en tant que, comme de remplaçant. Il était comme il était troisième gardien des Coyotes. Il était comme dans l'échiquier en 21-22, il était derrière Wedgwood puis Vemelka. je J'ai pas trouve, eu tant de chance en tant que tel. C'est que ça a je été trouve surveillé. que c'est un downgrade de Vladar. Vladar était vraiment meilleur Oui, selon moi. ouais, vraiment Vladar par contre. va essayer de se battre pour la place de numéro un avec les Flyers. On va en parler plus tard Oh. quand on va faire le preview des Flyers dans une couple de semaines. Sinon, du côté des ajouts, ben pas des ajouts, mais des prolongations, ils ont aussi prolongé Morgan Frost. 2 ans, 4,3 millions de dollars. Donc lui, c'était un joueur qui avait reçu dans la transaction qu'il avait faite l'année passée avec Kuzmenko et tout ça. Et par la suite aussi, ils ont prolongé Martin Pospisil, 3 ans, 2,5 millions. Donc, aucune grosse ajout du côté des Flames dans les signatures. Le seul ajout en tant que tel, c'est Ivan Prosvetov. Et comme tu l'as dit, c'est pas le meilleur gardien. Ouais. Et sinon, du côté des échanges, ben, il n'y a rien. Ouais, y a rien. Donc, ils n'ont rien ajouté en signature, puis ils n'ont rien ajouté en transaction. Donc, ils vont probablement avoir une saison similaire, puis même que je pense qu'elle pourrait être moins bonne parce que autre Wolves qui a vraiment été dominant, c'était plutôt difficile de leur côté. Donc, je trouve que les Flames, ça va être plutôt difficile de reproduire leur saison qu'ils ont faite. Ils sont quasiment qualifiés pour les séries, mais on sait jamais si Huberdeau continue à monter sa production et Kadri s'il garde le même niveau, ça pourrait être quand même intéressant, mais j'ai quelques doutes. Sinon, du côté du repêchage, 18e au total, ils ont repêché Cole Reshny. Je trouve que c'est un très bon choix. Moi, je l'avais 11e sur mon classement. C'est un attaquant avec beaucoup de potentiel, donc j'aime beaucoup ce choix. Et 32e, ils ont repêché Colin Potter. Colin Potter, je l'avais dans mon top 25. Colin Potter, c'est le fait qu'il est drafté plus tard, c'est que c'est un petit joueur, mais il était hyper rapide dans la NCAA, il a été très très bon. Donc, quand même deux très bons choix en première ronde. Ils ont eu quelques autres choix de fin de repêchage, mais rien de vraiment noticeable qu'on pourrait parler. Donc, si on Non. regarde rapidement leur alignement, leur premier trio, ça va être Huberdo, Kadri et Zari. C'est un premier trio correct, sans plus.
des vétérans avec un jeune, rien de vraiment incroyable. Ensuite de ça, tu as Coleman, Backlund et Coronato. Coronato, j'aime quand même beaucoup le joueur, mais les deux autres, Backlund commence à être plus vieux, puis Coleman, selon moi, c'est plus un joueur de troisième trio. Ensuite de ça, comme troisième trio, c'est quand même un trio intéressant qui pourrait peut-être même se challenger avec le deuxième trio. C'est Farabi, Frost et Sarangovic. Quand même un trio intéressant. Trois jeunes relativement, là, c'est plus non plus des jeunes de 21 ans, mais ça pourrait être intéressant. Mais c'est des jeunes qu'on dirait qu'ils n'ont pas atteint leur potentiel qu'on Ouais. s'attendait quand on les a repêchés. Et le quatrième trio, qui est vraiment un quatrième trio, c'est Lumberg, Pospisil et Kaplan. Donc vraiment un quatrième trio vraiment de profondeur pour jouer physique, aller travailler dans les coins. Et aussi pour avoir Kirkland, comme on a dit, qui a été signé, qui pourrait jouer sur ce quatrième trio-là. Il y a un peu cette énergie-là qui donne. Ensuite, ça, en défensive, ils ont Kevin Ball, qui ont signé comme étant un joueur de haut niveau pour eux, avec Rasmus Anderson. Il y a eu plusieurs rumeurs qui pourraient être échangées parce qu'il reste juste une année de contrat. On va voir qu'est-ce qui va arriver avec lui. Ensuite, ça, il y a Joel Henley avec Mackenzie Weegar. Et comme troisième paire, il y a Jake Bean et Zane Parek. Zane Parek, il va jouer sa première saison. Il a joué l'année dernière, je pense que c'est un match, il avait marqué. Donc il a vraiment été très très bon dans le junior. C'est un défenseur offensif plus qu'incroyable. En plus, il est droitier, donc je pense qu'il va avoir une bonne carrière. Et s'il échange Rasmus Anderson, Zane Parek pourra avoir plus de temps d'avantage numérique. Et même, ça pourrait être un gars qu'on peut surveiller pour le call 2 si justement Rasmus Anderson est échangé. Et sinon, dans les buts, il y a Dustin Wall et Ivan Prosvetov qu'on a parlé. Dustin Wolf, très bon gardien, il a été incroyable. Une des meilleures saisons en tant que gardien depuis très longtemps. Donc, toi, qu'est-ce que Pour une tu recrue. penses? Ouais, pour une recrue, ouais, effectivement. Et donc, toi, qu'est-ce que tu penses de cet alignement? Ben écoute, c'est un aliment qui, sur le papier, ça donne pas envie, là, mais c'est Il n'y a rien de ben, pas fou, tant, là, là. ouais. Il n'y a rien de fou, mais tu sais, genre, si Wolf carry l'équipe comme l'année passée, ça peut essayer de jouer une place en série, là. Mais par contre, tu sais, moi, je trouve que c'est surtout, ben, tu sais, l'attaque, c'est correct sans plus, là, mais tu sais, moi, c'est la def, là, Joel Lanley, deuxième paire, là, c'est C'est pas fou. pas tant. Pas Donc, tant. Puis Jake, ouais, Jake, non, à gauche, à droite, ils sont profonds. C'est à gauche que ça pêche, au niveau de la défensive, là. Parce que pour les Jake Bean, Flames, je l'aime bien dans mon mode franchise, mais sinon, ça s'arrête là. ouais, donc les Flames, c'est pas fameux. Moi, je pense pas qu'ils vont faire les séries. Il y a trop d'équipes qui se sont améliorées ou Ouais. même qui ont re-signé leurs joueurs dans l'Ouest. Je pense que ça va être très compliqué de reproduire une saison aussi bonne. Et même en étant surprenant, ils ont quand même pas fait les séries, donc ça va être compliqué de se rendre plus loin. Ouais. Donc, si on continue avec une équipe que, pour moi, ça, c'est sûr qu'ils vont faire les séries. Ça, c'est plus Ouais. sûr. C'est les Oilers d'Edmonton. Donc, dans les signatures qu'ils ont faites, ils ont surtout fait des prolongations de contrat. Ils ont prolongé Trent Frederick. Quand même un étrange contrat parce que souvent tes attaquants de troisième, quatrième trio de profondeur, ben t'es signes 1 an, 2 ans, peut-être même 3 ans au gros max. Mais là, ils ont signé Trent Frederick 8 ans. 8 ans? 8 ans Ah non, là. what? C'est beaucoup d'années pour un gars qui se bat et qui fait une coupe de points ici et là. Donc 8 ans, 3,8 millions de dollars par année. C'est quand même un gros contrat. En même temps, Je pense que 3, je l'avais vu passer. ouais, mais Je en l'avais vu même temps, passer, j'étais comme, what? 3,8. 3,8, Ouais. c'est pas si pire, surtout avec le cap qui monte, mais pareil, c'est pas non plus un gars qui est sûr de faire 40 points par année. Là, Ouais. c'est vraiment un gars de profondeur. Sinon, ils ont re-signé Kasperi Kapanen, 1 an, 1,3 million. Ça, c'est plus le type de contrat que je m'attends d'un joueur de profondeur. 1 an, Ouais. 1,3 million. Ensuite, ça, le gros nom qu'ils ont signé, c'est Evan Bouchard qui a signé un contrat comme pont, on pourrait dire. 4 ans, 10,5 millions. Il n'a pas voulu se signer à long terme. Peut-être que ça peut avancer, que McDavid va peut-être faire la même chose, peut-être pas signer à long terme. Mais en même temps, Josh Mhm. Heitel, lui, a signé 8 ans. Donc, ça reste à voir pour McDavid, qu'on le sait, c'est sa dernière année de contrat cette année. Evan Bouchard, 4 ans, 10,5, c'est quand même un gros contrat, devient un des défenseurs les mieux payés. Ensuite de ça, la signature, un ajout qu'ils ont fait, c'est Andrew Mangiapane, qui ont signé 2 ans, 3,6 millions. C'est quand même un contrat que j'aime bien. Mangiapane peut jouer sur un deuxième, troisième trio si on a besoin. Il a quand même été très bon il y a quelques années avec les Flames. Ça a été un peu plus difficile dans les derniers temps, mais quand même un joueur qui amène de l'énergie. Sinon, du côté des transactions, ils ont donné Victor Arvidsson contre un choix de cinquième tour en 2027 à Boston. Par la suite, au repêchage, ben, ils n'ont rien fait. Il n'y avait rien de très intéressant avec les Ouais. Oilers. Non, il n'y a Euh, pas pas, grand-chose, pas de effectivement. très gros choix. Par la suite, si on regarde rapidement l'alignement des Oilers, ils ont Ryan Nugent-Hopkins avec McDavid et Zach Hyman. Quand même un excellent premier trio. Quand tu as Non, je trouve McDavid, ça mid. ouais, Je trouve ça mid, moi. c'est pas fameux. Non. Je préfère Non, le c'est premier moyen. trio des Sharks ou des Blackhawks, ouais.
Ouais, non. Du Non, c'est Kraken. du Kraken, ben oui, avec les Oui. 8 joueurs étoiles, ben oui, ben oui. Avec les 8 joueurs de troisième trio, oui. Non, mais Euh, sans blaguer, oui. Sans Sinon, blague trio. si on regarde le deuxième trio, il y a Trent Frederick avec Draisaitl et Manjapane. Quand même un excellent deuxième trio. Les alliés, c'est plus Ouais, dur, mais quand Draisaitl, c'est ça qui fait que c'est très très bon. Et ça paraît. sinon, il y a un troisième trio avec des jeunes. Il y a Isaac Howard avec Henrik, lui est plus vieux, mais Savoie. Donc peut-être que Ouais. Savoie ou Howard pourrait mieux faire et monter sur un deuxième trio, justement, à aller aider un Draisaitl à amener un peu plus de punch offensif. Et comme troisième trio, t'as Podkolzin, Yalmark et Kapanen. Vraiment un quatrième trio d'énergie qui Ouais. va aller travailler dans les coins. Puis honnêtement, Kapanen, Podkolzin en série, il avait très bien fait. Même qu'à certains moments, il jouait avec Draisaitl. Donc ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'ils vont donner. Donc toi, tu penses quoi de cette attaque-là? Ben, l'attaque est quand même, ben, tu sais, c'est sûr que les premiers trios attirent plus l'attention, mais tu sais, je trouve vraiment que c'est une attaque qui est relativement bien équilibrée. C'est comme tu l'as dit, tu as parlé de Podkolzin et de Kapanen, mais même Yann Mark en playoff, il me semble qu'il avait pas été, il avait quand même été bon. Donc, tu sais, ça peut apporter de l'énergie. Tu sais, je trouve que ça pêche pas tant, là. Tu sais, je trouve que, tu sais, ça va, là. L'attaque est quand même restée similaire à l'année passée. Mais, tu sais, comme on le sait dans les dernières années, l'attaque, c'est pas le problème des Oilers. Le C'est ça. problème est plus bas dans l'équipe, Ouais, mettons. c'est défensivement et dans les buts. Pas que la défense, il n'y a pas des bons joueurs, mais c'est surtout des défenseurs offensifs, un peu comme Evan Bouchard, Wallman Ouais. ou des joueurs comme ça. Donc, justement, la défense, il y a Mathias Ekholm et Evan Bouchard, une très bonne paire depuis plusieurs années maintenant, 2-3 ans. Donc, j'aime beaucoup cette paire-là. Sinon, la deuxième paire, tu as Donnell Nurse avec Jake Wallman. Et la troisième paire, tu as Brett Kulak et Emberson. C'est quand même une bonne défensive, mais plutôt offensif, comme on a dit. Ouais. Défensivement, c'est plus dur. Et aussi, Donnell Nurse coûte très cher. Donc, ça aussi, c'est un joueur Ouais. qui fait mal. Oui, il est quand même correct. C'est un bon défenseur, mais 9 millions, c'est beaucoup d'argent pour un Ah, Donnell c'est Nurse. beaucoup trop, là. Et dans les buts, c'est Stuart Skinner et Calvin Pickard. Donc, ils n'ont pas fait de changement. On avait parlé la semaine dernière quand on a parlé d'échange de John Gibson. Pourquoi ils sont pas allés chercher un gardien de but? Parce qu'en série, si tu penses vraiment que ton gardien partant, c'est Stuart Skinner, pourquoi en série, tu ne le fais pas jouer tous les matchs? Donc, c'est là que je me dis, est-ce qu'il devrait aller chercher un autre gardien? Ça va être difficile. Donc, toi, qu'est-ce que tu penses de cette défensive-là et de ces gardiens de but? Bah, la défensive, ça va, mais tu sais, comme tu dis, c'est beaucoup offensif, donc c'est tendance à faire des gaffes. Puis le truc, c'est que les gardiens ne sont pas nécessairement là pour reprendre les gaffes non plus. Donc, mais sinon, ça reste solide. Puis tu sais, même aux extras en tant que tel, Troy Stetcher, qui peut être quand même bon défensivement aussi, en tant que tel. Là, il y a le truc Former Yachts aussi qui parle, là, mais non, mais pour Troy Stetcher, je l'avais pas trouvé tant mauvais. Mais c'est quelqu'un des playoffs qui avait mal joué. Sinon, ben, les gardiens, c'est là que ça pue le plus, là, si je peux dire l'expression familière. Là. Stuart Skinner, c'est que c'est vraiment des fois, c'est comme ça. Il y a des hauts qui peuvent être très hauts, puis des bas qui peuvent être en dessous de la surface de la Terre. Là. Donc, C'est- c'est Il n'y Stuart a pas Skinner, de milieu, là. puis Calvin Pickard, ça n'a jamais été un gardien de la Ligue nationale. Genre, littéralement, là, c'était littéralement un backup avec l'Avalanche de 2016-17 qui gagnait 22 games. Là. C'était pas un Élite. starter tant C'est que ça, là. élite. C'est pas tant élite. Là. Puis Pickard, oui, for Yost Legend, là, mais pareil, il était pas très bon non plus. Tu sais, pendant longtemps, il était dans la Ligue américaine, puis on se posait pas plus de questions. On était comme, il était à sa place, Ligue américaine. Tu sais, il était. Je me souviens qu'Alvin Pickard, il avait été comme pris au draft d'expansion par les Golden Knights, puis tu sais, ils l'ont jamais fait jouer. Parce que... Puis on se rappelle qu'en 17-18, les Golden Knights, tous leurs gardiens étaient blessés, puis ça faisait jouer. Comment il s'appelait Lagacé, là? Ah ouais. Maxime Lagacé, un truc de même. Non, tu sais, ça faisait. Puis Oscar Dance, là, tu sais, ça faisait pas gauler du gros goalie, puis Pickard était pas là. Là. À moins qu'il était déjà plus là, je me souviens plus. Mais en tout cas, juste pour dire rapidement que c'est au niveau des gardiens que ça pêche beaucoup. Puis c'est juste. Ben, en tout cas, ils peuvent avoir des espoirs. On sait que les Oilers, comme tu parlais la semaine dernière, étaient comme. Ils s'en foutaient un peu de signer des joueurs problématiques avec des problèmes dans le vestiaire avec Corey Perry et Evander Kane. Check bien ça, Carter Hart a pointé dans quelques mois. Moi, ça me surprendrait même pas. Donc, écoute. Si jamais la Ligue accepte qu'ils reviennent, ça m'étonnerait pas que les Oilers soient intéressés. Mais on va voir Ouais. jusqu'à là si la Ligue accepte qu'ils viennent. Sinon, ça va être Skinner. Ils vont espérer qu'il soit plus constant. Mais sinon, les Oilers, c'est quasiment sûr qu'ils vont faire les séries. Ça m'étonnerait à moins Oui. d'une grosse affaire. McDavid se blesse ou quelque chose. Même quand McDavid se blesse, tu as un Draisaitl qui prend sa place. Puis Oui. tu peux même tasser Nugent Hopkins qui est de base un centre. Que là, ça remplace le deuxième centre. Donc, ils ont Oui. de la profondeur en masse en attaque.
Donc, moi, je pense que ça va être une équipe qui va aller en série. Est-ce qu'ils vont retourner en finale, à moins que McDavid, Josh Saito, encore une fois, mettent cette équipe-là sur leur dos? Ça va être compliqué. Je vois plus une équipe comme Golden Knights ou les Stars ou une autre équipe comme ça se rendre. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, si on continue avec l'équipe qui vont affronter en première ronde pour une 5e année consécutive, Ouais. c'est rendu une joke, sérieusement. Pour vrai, les Kings, là, ils doivent vraiment être tannés, surtout qu'ils perdent à chaque année. Donc, pour vrai, ils doivent ramener le 1 contre 8, 2 contre 7. Parce que là, oui, on voulait montrer des rivalités, mais une année qu'à 38, c'est le premier tour, c'est Oilers Kings, puis les Oilers le gagnent à chaque année. Puis à chaque année, limite, c'est moins serré que l'année d'avant. Hein. C'est Ouais, que... ben, c'est- cette année, c'était un peu plus serré là, parce que Skinner, le premier match, il décidait que 5 buts accordés par match n'était pas assez. ah, Là. C'est que c'était c'était... incroyablement terrible, là, sérieusement. Là. Non, mais cette série-là, c'était le high scoring series. Même Kemper, du côté des Kings, qui a été finaliste au Vézina, on le rappelle. Là. Dans sa moyenne depuis à Louis, c'était 3 au-dessus. Là. J'en ai tellement. Il y a plein de games qui ont accordé 4 ou 5 buts, Kemper. Là. Puis, honnêtement, je pense qu'il y avait un match, McDavid, il avait fait 4 points dans une remontée de comme 4-1. Puis là, il avait créé l'égalité en fin de match, il restait genre 2 minutes, puis je pense qu'ils ont se fait rescorer avant la prolongation. Donc, Ouais, c'était du gros n'importe quoi cette série-là. Là. ouais, Mais vraiment. Mais là, si on revient à 1-8, là, ça pourrait être une autre équipe. Parce que les Kings, c'est une bonne équipe, mais j'ai l'impression que le match-up avec les Oilers, ça marche juste pas. Donc, c'est frustrant pour eux. Surtout si t'es un fan des Kings, à chaque année, tu te fais éliminer par McDavid qui te score 12 points en 3 matchs. C'est un peu frustrant. Donc, Ouais, c'est plus que. si on regarde les signatures des Kings, ils ont re-signé Andrei Kuzmenko, 1 an, 4,3 millions. Donc, il avait quand même très bien fait quand il était avec les Kings. Très belle acquisition. Donc, un joueur qui avait été bon avec les Canucks. Après ça, ça a été compliqué avec les autres équipes qu'il a fait. Ouais, Mais avec les Kings, ça a quand même bien fini. Là, ils ont signé juste 1 an, justement, parce qu'ils se disent, lui, c'est cousson, on sait pas s'il va être bon. Donc, 1 an, on va voir ce que ça va donner. Sinon, ils ont fait plusieurs acquisitions. Plusieurs acquisitions assez douteuses, selon moi. ouais, Premièrement, Joel Armia, 2 ans, 2,5. C'est correct, mais c'est un gars de ouais. profondeur. Ensuite de ça, Corey Perry, 2 ans, 2 millions. Je veux juste rappeler qu'en 2021, les Canadiens ne voulaient pas lui donner 2 ans. Et là, il se fait donner 2 ans en 2025. Donc là, il commence Ouais. à vraiment être vieux. Mais il a quand même été bon en série. Il était sur le premier trio de McDavid. Mais en jouant avec un McDavid, ça aide. Là. Il va jouer avec un NZ Kopitar. Il va pas mal moins vite qu'un Connor McDavid sur ses patins. Donc ça va être plus Ouais, compliqué. effectivement. Puis même là, je pense pas qu'il va jouer sur le premier trio avec Kopitar. Il va plus être avec un Dano, peut-être sur un troisième ou même plus loin. Ensuite de ça, dans les buts, ils ont signé Coldplay et Anton Forsberg. Forsberg, c'est 2 ans, 2,5 millions. Donc à ce prix-là, je pense que ça va être lui le deuxième gardien. Je pense Ouais. pas que tu signes un troisième gardien en haut de 2 millions. Ensuite de ça, là, c'est les signatures les plus étranges. Ils ont pas signé Gavrikov, ils l'ont laissé partir parce qu'il demandait trop. Il a signé comme 7 millions. Mais à la Avec qui? place, avec les Rangers. Puis à la Les Rangers. place, ce 7 millions-là, ben, ils ont donné 8,5 à Cody Ceci et Brian Dumoulin. 4 ans, 4,5 pour Ceci et 3 ans, 4 millions pour Dumoulin. Je pense que je préfère un Gavrikov que ces deux-là ensemble. C'est vraiment étrange. Et en plus, ils ont échangé Jordan Spence à la date, pas à la date limite, mais au repêchage contre un choix de troisième tour au sénateur. Donc, t'aurais pu avoir Jordan Spence qui est jeune, Gavrikov qui est bon, à la place de Cici et Dumoulin. C'est la troisième paire. Ouais, puis ils vont juste à la troisième paire, le top 4 est pas mal rempli. C'est Donc, une troisième paire à 10 millions. Là. on se pose des questions, disons. Ouais. À ma job, il y a un gars qui est un fan des Kings, puis pour vrai, il pleurait quasiment quand il a vu le 1er juillet qu'est-ce qu'ils ont fait. Il était genre, ah, j'espère qu'ils vont re-signer Gavrikov, puis finalement, il sort avec Cici du Moulin. Puis c'est pas la première fois Pierre qu'il Mignon. donne, puis c'est pas la première fois qu'il donne un jeune défenseur contre un choix, comme il avait fait ça avec Sean Dursey. Il l'avait donné Ouais. contre un choix de 2, puis Sean Dursey est devenu un très bon défenseur top 4. Comme Mm. là, il pourrait à la place de Cici du Moulin, il pourrait avoir Dursey, Spence, puis Gavrikov. C'est 100 fois mieux. Moi, je poserai pas de questions là-dessus. Et sinon, au repêchage, ils ont fait une grosse sélection, 31e, c'est Henry Brudstevitz, c'est le frère de Hunter. Et Henry Brudstevitz, c'est un bon défenseur, moi je l'aime bien. C'est un très bon défenseur, rien d'incroyable, mais vraiment complet. Il a pas joué beaucoup avec London, parce qu'on le sait, les Knights de London, eux souvent ils font jouer leurs plus vieux parce qu'ils visent vraiment à gagner. Comme on le sait, ils sont allés Ouais. gagner la Coupe Mémoriale, mais quand il a joué, je l'ai quand même très bien aimé. Sinon, si on regarde rapidement les lignes des Kings, Kuzmenko, Kopitar, Kempe, très bon premier trio. Kopitar Ouais. commence à être vieux, mais avec son intelligence puis son two-way reste quand même très très bon. Kempe, un joueur sous-estimé, très très bon. Deuxième trio, t'as Kevin Fiala,
Quinton Byfield. Byfield, ça a pris quand même plus de temps qu'on pensait, mais qui est en train d'arriver comme vraiment un bon Ouais. joueur de top 6 avec Alex Laferrière, qui est vraiment surprenant. Il a quand même fait une très bonne saison. Donc, un très bon top 6 complet. Rien de wow comme les Oilers avec un McDavid ou un Draisaitl, mais des joueurs très complets qui jouent très très bien. Plein de joueurs qui peuvent faire entre 50 et 75 points. Ensuite de ça, comme troisième trio, tu as Fourgold, Dano et Moore. Quand même un bon troisième trio. Dano, on le sait, responsable. Trevor Moore, capable d'amener un petit peu d'attaque ici et là. Et le quatrième trio, tu as Corey Perry, le retraité avec un jeune en Alex Turcotte. Alex Turcotte qui est un peu décevant, on le sait, à cause des blessures. On sait que c'est un ancien choix numéro 5 en 2019. Donc, pas la carrière qu'on s'attendait en tant que centre de quatrième trio. Et Joël Armia qui va surtout jouer sur des avantages numériques, comme on le sait avec les Canadiens. Avec Jake Evans, c'était un des meilleurs duos. Donc, on va voir ce que ça va donner. Si il se donne, il est capable d'être très très bon. Donc, toi, qu'est-ce que tu penses de cette attaque-là? Ben écoute, c'est pas une attaque wow, mais tu sais, en tant que tel, je trouve que c'est quand même une attaque qui est bien équilibrée, un peu comme les Oilers, avec le facteur wow en moins. Là. Mais en tant que tel, ben non, mais tu sais, genre les deux premiers trios, c'est très solide. En plus, sur le deuxième trio, t'es deux GOAT. Ben, Quinton Byfield, parce que t'es littéralement né la même date que lui, puis Ouais, la même année. ouais, Puis 19 Kevin août Fiala, 2002. Là. Pas juste 19 août, ouais, là, 2002 aussi. Là, donc, ça, ouais, donc t'es vraiment le même âge que Quinton Byfield. Puis Kevin Fiala, que t'adores aussi. Donc, ben, je me souviens dans le pool, genre, il y a ouais. 2 ans, t'étais comme Simon Goat, là. C'est Kevin Puis j'étais Fiala all genre, c'est star. lui qui va tout briser. Il était bon, mais j'ai peut-être un peu abusé. Mais cette année, je sens que je vais le prendre encore dans notre pool, là, je vous le dis. Là. C'est bon. C'est bon, c'est noté. Mais ouais, c'est ça. Sinon, c'est une attaque, ouais, c'est ça. Qui, tu sais, après de Dano, qui a ralenti un peu, mais qui peut être encore très bon défensivement. Tu sais, Dano, il était pas là pour son apport offensif, là, on va se le dire. Il était là défensivement. Puis sinon, ben, c'est ça. Troisième, quatrième trio, ben, c'est un throwback au Good Old Days des Canadiens de 2021 avec Dano, Perry, Armia. Puis à la défensive aussi, tu as un membre de cette brigade-là également. Donc, ben, c'est ça. C'est une attaque qui est correcte, là, mettons. Sinon, du côté de la défensive, il y a Mikey Anderson et Drew Doughty. Une très bonne première paire. Drew Doughty, on le sait, même avec son âge, capable de jouer encore 25 minutes, un des défenseurs qui joue le plus. Ensuite, ça, comme deuxième paire, tu as Joel Edmondson, justement, t'en parlais, un joueur qui était là avec les Canadiens en 2021. Puis, si on peut vous rappeler, l'assistant GM, ben, le conseiller, je sais pas c'est quoi son titre exact, c'est Marc Ouais. Bergevin. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il est allé chercher des anciens joueurs qu'il connaît. C'est quand même drôle parce qu'avec les Canadiens, il y a comme eu un conflit avec Dano. Mais finalement, les deux sont à LA. Donc, Ouais. c'est quand même assez drôle. Et sinon, il y a Brent Clark. Ça, c'est un très bon jeune défenseur. J'espère qu'ils vont pas faire comme Dursey ou Spence. J'espère que lui, ils vont le garder parce qu'il pourrait, il était très bon. Ben, je dis que j'espère qu'il le garde, mais les Kings, je m'en fous un peu, je vais être honnête. Là. Mais si j'étais un fan des Kings, je me dirais, faut qu'il garde Brandon Clark. Ouais. Et la fameuse troisième paire élite de Cody Ceci, Ouais. Brian Dumoulin. Wouhou! C'est ça qui est ça, là, pour la troisième paire. Donc, qu'est-ce que toi, tu penses de cette défensive? Bah, c'est correct, là. Non, 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 mais c'est une bonne défensive. Mais tu sais, comme tu l'as dit, dépenser autant d'argent pour Dumoulin, ici. Tu sais, genre, est-ce que ça aurait été possible, comme de garder Gavrikov, tu le signes 7 millions, bah 8 millions, ok. Puis après, tu mets un def qui coûte pas trop cher, là. C'est genre, je sais pas Genre, c'est quoi l'espace qu'ils ont. genre un def qui coûte pas trop cher, genre Jordan Spence? Il y avait la Ah, ouais. réponse. Jordan Spence, Gavrikov, tu vas pas chercher. Je la comprends juste pas. Mais ouais, c'est ça. Mais sinon, tu sais, Edmondson, Doughty va juste falloir faire attention qu'il ralentisse pas trop. Puis l'année passée, on sait qu'il a comme manqué à moitié de la Ouais. saison aussi, là. Ça va être surveillé aussi. Mais sinon, bah, défensif correct. Edmondson, il doit ralentir, mais il est plus là défensivement. C'est que c'est correct aussi. Mike Anderson, Brent Clark, c'est solide. Bah, c'est correct. Sinon, au niveau des gardiens de but aussi, c'est quand même un bon duo, mais en tout cas, voici ses gardiens de but. Là, Ben, je vais te Darcy lancer. Kemper, toi tu l'adores, c'est toujours été un de tes gardiens préférés, parce qu'on le sait, il était hyper bon avec les Coyotes. Puis l'année passée, Ouais. il a été très très bon, il a été Ouais. finaliste au Trophée Vézina. En série, ça a été plus compliqué, mais en même temps, quand tu joues contre McDavid, Draisaitl, c'est sûr que des fois, tu peux te faire déjouer, mais ça a été plus difficile que je pensais. Et Forsberg, comme on en a parlé, ça va être lui, ou Coldplay, comme ils l'ont signé aussi, on va voir ce que ça va donner, qui va prendre, mais si on payait 2,5 pour un backup, ça va sûrement être lui, le deuxième gardien. Mais pour vrai, ça peut être un bon duo. Je pense que c'est une équipe qui est vraiment plus axée sur être complet. Parce que t'as pas vraiment de Ouais. superstar qui va te faire 150 points. Ben, 150 points, il n'y a personne qui fait ça, à part McDavid il y a genre 2-3 ans. Mais genre, personne ne va faire Ouais. 100 points. Mais tu vas avoir plusieurs joueurs responsables qui vont faire 60-70 points. Puis des bons gardiens. Donc c'est comme ça qu'ils vont penser être bons pour faire les séries. Est-ce qu'en série, ils vont être capables de passer le premier tour? Si c'est encore contre l'Heureuse, on va voir. Mais si c'est contre une autre équipe, est-ce qu'ils vont être capables de monter au prochain niveau? Mais ça m'étonnerait, à moins d'un désastre, que cette équipe-là fasse pas les séries. C'est pour ça que Ouais. j'ai un peu de la difficulté à voir les Flames monter parce que les Oilers, les Kings, puis la prochaine équipe qu'on va faire, les Golden Knights,
Knights, ça m'étonnerait qu'ils passent devant. Donc là, ça prend déjà les 3 places du top 3. Donc là, il reste juste les wildcards. Puis là, il faut que tu te battes avec des Blues, Ouais. des Wild, des Utah. Donc c'est pour ça que les Flames, je trouve ça plus Non, tu sais, dur. parce que la centrale est bien stack aussi quand même, là, si tu as des bonnes équipes. Ça va être compliqué. Sinon, ben, les gardiens de but, je peux parler. Ben, Forsberg, je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'était quand même un bon backup avec les Sénateurs en tant que tel. Il y a eu des bonnes stats en tant que tel. Et pour Kemper, ce qui peut être dangereux avec lui, c'est ben, déjà, tranquillement, c'est l'âge parce qu'il s'en va sur son 36 ans au mois de mai prochain. Donc là, il a 35. Donc, il n'est plus tout jeune non plus. Puis Kemper, ce qui est à surveiller aussi, c'est les blessures. Ça, c'était ma hantise là, en tant que tel avec les Coyotes. Là. En 2020, sérieusement, ils ne se blessaient pas, ils gagnaient le Vézina. Je m'en fous. Je m'en fous de l'opinion des autres, ils gagnaient le Vézina. Mais en gros, en tant que tel, après, avec les Coyotes en 2021, il a été blessé aussi. 21-22, Colorado, il a été blessé. Avec les Washington, même, on se souvient, en 23-24, là, il n'y avait plus la place de starter. C'est Lindgren qui l'avait. Là. Il avait perdu sa place de starter. L'année passée, c'était comme une rebound year pour lui. Mais il va te surveiller, mais moi, Kemper, je l'adore en tant que tel. Donc, j'ai vraiment envie qu'il performe encore. Ben, comme on le Mais c'est ça, sait, ça va te surveiller. l'échange de Dubois-Kemper, au début, on disait que c'était des échanges de problèmes. Puis finalement, c'est devenu un Ouais. excellent deuxième centre two-way de 60 points, puis un gardien au Vézina. Donc ça a été win-win pour les deux équipes. Puis au Ouais. début, on pensait que ça allait être lose-lose. Mais ouais, c'est ça. Mais en gros, c'est ça. C'est une équipe qui est faite pour être complète, comme tu me le dis. Donc, comme tu le dis, donc, tu sais, ça va. Ça va faire les séries, mais ça va pogner les Oilers au premier Genre, il n'y tour. a, Puis, y a personne qui va parier 100$ pour qu'il gagne la coupe. Là. Genre, non. tu pourrais voir quelqu'un qui mise sur les Oilers, sur les Golden Knights, sur Colorado, des équipes comme ça. Mais Ouais. les Kings, c'était genre. Mais. Donc, Ben, l'année oui. passée, j'avais misé pour qu'ils battent les Oilers au premier tour. Parce que je Ouais, me disais battre que les les Oilers, goalies. mais pas gagner la coupe. Là. Ouais, mais tu sais, genre, je me disais que les gardiens allaient être trop mauvais. Mais, Mais finalement, tous les gardiens des deux équipes étaient. ouais, t'es mauvais. Puis même, genre, Skinner, on l'a hate tantôt. Ben, je l'ai hate. Mais sérieusement, son deuxième tour et son troisième tour, là, il était quand même vraiment solide. Là, Ben genre, c'est ça qu'on comprend pas. C'est soit il est affreux, ou soit c'est Jacques Plante mélangé avec Dominique Hachek. C'est ça qu'on C'est comprend ça, il pas. est Là. comme vraiment bon des fois, mais des fois, il est vraiment juste affreux, en tout cas. Mais c'est ça, les Kings, ben, ça va faire les playoffs, mais ça ira pas loin, je pense. Puis finalement, les Golden Les Knights. Golden Knights, c'est une équipe que plusieurs voient favoris, surtout avec la grosse ajout qu'ils ont fait. Donc on va en parler un peu plus tard parce que là on va commencer avec les signatures. Ils ont prolongé 3 joueurs, Riley Smith, 1 an, 2 millions. Burnside, 1 an, 2 millions. Donc deux vétérans qui peuvent amener un peu Hmm. d'offensive mais qui sont plus dans leur prime. Et Keiden Korzag en défensive, 4 millions, 3,250 000. Lui, il va être sur la troisième paire. Donc quand même une bonne prolongation. Donc ils n'ont rien ajouté en signature parce que le gros mouvement qu'ils ont fait, techniquement, c'est une signature, vu qu'ils sont allés chercher Mitch Marner, mais techniquement, officiellement, il a été signé à Toronto et ensuite échangé. Donc, quand tu OK. regardes les sites, c'est Brad Treliving qui a signé le contrat. Donc, c'est un peu comme Match Ketchuk, c'est un sign and trade. Donc, Mitch Marner a été échangé contre Nicolas Roy. Donc, on le sait, c'est pas la valeur que Mitch Marner a, c'est juste que sinon il allait juste être agent libre puis Toronto allait rien avoir. Ouais. Donc très bel ajout, très bon ajout Mitch Marner, on le sait, un marqueur de 100 points et probablement un des 5 meilleurs alliés de la ligue. Oui. Je me suis posé une question. Mais tu sais, comme tu as dit, c'est Toronto qui l'ont signé. Mais il aurait pas pu le signer puis le trade après, genre, en tant que tel. Parce que, tu sais, oui, imaginons, ils signent vraiment puis ils dépassent la masse, mais ils s'en foutent après, non? Ils peuvent pas, genre, l'échanger puis avoir un bon retour. Il Ben, aurait pas pu avoir ça. ben sûrement que Mitch Marner, quand il a signé, c'est sûrement que dans le contrat c'est écrit je signe aux conditions que je t'ai changé à Vegas tout de suite. Genre, je pense que c'est plus comme ça. Je pense pas qu'ils l'ont signé, Et ouais. que là il était un lease, puis là il y avait full possession du joueur. Là. Souvent, des Ouais. sign and trade, c'est que dans les conditions, c'est que t'es échangé. Là. Ok, c'est bon. C'est ce que C'est bon. officiellement il signe avec Toronto, parce que sinon je pense qu'il faut qu'il signe 7 ans. Alors, il y a toutes les petites règles, Ouais, ouais, ouais. les petites magouilles On un peut- peu. Là. Donc aussi, une autre transaction qu'ils ont faite, c'est sont allés chercher Jérémy Lauzon et Colton Sissons en échange de Nicolas Hague. Mais, puis un choix de troisième tour en 2027. Puis moi, je trouve que c'est une très bonne transaction. Parce que oui, Nicolas Hague, moi je le trouve très bon. Mais c'est parce qu'il a signé genre 5 millions. On l'avait vu l'autre fois avec Nashville. Il y avait overpay. Donc s'il demandait un gros contrat comme ça, j'aime bien mieux un Jérémy Lauzon qui va coûter moins cher, peut-être un peu moins bon, mais amener de la profondeur avec un Colton Sissons au lieu de payer trop cher pour un défenseur de troisième paire. Ensuite de ouais. ça, au repêchage, ils n'ont pas fait grand-chose autre que 55e au total, Jacob Wozniak. Donc, pas grand-chose sinon de leur côté. Et aussi, tu voulais mettre une mention Ouais. honorable à un joueur qui a été drafté en troisième tour. Oui, effectivement, ben, c'est Matteo Nobert ou Nobert, je sais pas trop comment on prononce son nom de famille, de l'Armada de Blainville-Boisbriand. Il a été repêché 88e. On pourrait s'en foutre techniquement,
Mais je veux faire en mention spéciale parce que c'est mon troisième centre dans mon équipe hot sur NHL 25. J'ai sa carte 93 du draft. Ok, des C'est mon joueurs comme troisième ça sont centre. rendus 4,93. Bon, mais écoute, il y a des cartes Schaefer 99, hein, c'est que, tu sais, c'était pour le draft, il y avait comme fait, genre, j'avais une carte 91 Alex Wang. Tu sais, je pense pas qu'Alex Wang n'était nécessairement 91. Hein. Et tu sais, genre, pour le draft, il y avait comme fait une série de plein de cartes. Tu sais, comme j'ai un Blake Fiddler 93, j'avais un Cameron Reed 93, en tout cas, un Malcolm Spence 93 aussi, tu sais. C'est pas des joueurs qui auraient 93 de base, mais c'est pour le draft, ils ont monté quand même des cartes fortes, là. C'est pour ça. C'est que ça me faisait rire d'en parler. Mais ouais, je peux te laisser y aller au niveau de l'alignement. Donc, si on regarde l'alignement, le premier trio, c'est Ivan Barbachev, Jack Eichel et Mitch Marner. Hey, c'est tout que du premier trio, là. Ça, c'est le wow factor. Puis en plus de ça, Mitch Marner puis Eichel sont quand même responsables défensivement. C'est pas des gars dégueulasses, comme on pourrait dire, défensivement. Sinon, le deuxième trio, c'est Dorofeyev, Hurtle et Stone. Donc, vraiment, le top 6 est très très bon. C'est sûr que les ailiers à gauche, c'est moins bon que Marner puis Stone, mais ça reste des joueurs qui sont bien développés avec Vegas, donc vraiment un très bon top 6. Ensuite, ça, comme troisième trio, t'as le gars qui fait de l'Alzheimer, Auden, avec William Carlson et Riley Smith. Donc, c'est quand même un bon troisième trio. Puis pourquoi je dis qu'il fait de l'Alzheimer? Parce que si vous comprenez pas trop, c'est qu'il est allé en cours pour Team Canada Junior, le procès. Puis d'un coup, Ben, il a témoigné, là. il a Mais témoigné, mais il se souvenait plus de rien tout d'un coup. ouais. Donc, on dit qu'il fait de l'Alzheimer depuis, c'est une petite joke entre nous. Ah, c'est ça, comme j'ai dit, Carlson et Smith comme trio. C'est quand même un bon trio. Pour vrai, quand tu as un William Carlson comme troisième centre, ça va très très bien. Je pense que je l'aurais pris comme deuxième centre avec les Canadiens, donc ils sont en business là-dessus. Et comme quatrième trio, tu as Sad, Sissons et Colessar. Quand même un excellent quatrième trio. Toi, tu penses quoi de cet alignement-là de Vegas? Ben écoute, c'est un alignement, ben, c'est une attaque très très forte. Puis Carlson, par exemple, oui, il a ralenti, on va se le dire, hein, genre, sincèrement. Là. Il est très loin de sa première saison avec Vegas, mettons. Mais quand même, ça peut être resté solide en tant que tel. Puis sinon, ben, comme tu as dit, Michael Marner, responsable défensivement, ça peut être bon. Euh, Moi, le point, genre, moi, que je me pose des questions, c'est plus en playoff parce que on sait qu'à Toronto, Marner avait la réputation de disparaître en playoff, puis c'est vraiment le cas. Désolé, mais c'est le cas. Mais en tant que tel, si plus, je sais pas. Est-ce que c'est la pression de Toronto qui faisait en tant que tel pas performer? Parce que techniquement, ses premières saisons, il performait quand même, mais ses dernières saisons, c'était plus compliqué. Ou tu sais, vraiment, tu sais, moi je pense, Vegas, en plus, on les voit pour un des playoff run cette année en série. Donc là, on va voir vraiment, est-ce que c'est le fait que c'était Toronto le problème ou c'est vraiment que Marner est juste pas capable de performer en playoff? Moi, je pense que c'est là qu'on va le voir vraiment, là, si se pourrait. Même si, tu sais, il y a tellement de facteurs avec Marner et sa période à Toronto, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo de Steve Dangle qui a réalisé sur l'ère Mitch Marner à Toronto. Genre, an era wasted, littéralement. Là. Mais, parce que c'est vraiment très intéressant. Il parlait de tous les facteurs, les problèmes avec le contrat, son agent qui a pris trop de place dans la négociation, son père aussi qui prend énormément de place dans sa vie. Puis, parce qu'on sait, Marner, il a pris le numéro 93 à Vegas. Est-ce que tu sais pourquoi il a pris le 93? Ben, c'est le Non, pour le numéro fun. qu'il avait dans le junior, mais pourquoi en tant que tel il voulait ce numéro-là, ça je sais pas plus. Là. Parce que, si je me souviens bien, c'est parce que le joueur préféré de son père avec les Leafs, c'était Doug Gilmour. Donc, en gros, c'est littéralement, s'il portait 93 en junior, c'était à cause que genre, le numéro de son joueur préféré à son père, c'était Doug Gilmour. T'sais. C'était pas Après, il a son porté joueur le préféré à 16. lui, là, c'est le numéro préféré Non, de non, son père. c'est lui à son père. C'est vraiment, c'est le cas classique du père qui essaie de vivre sa vie à travers son fils. Genre, en tout cas, ses rêves à travers son fils. Ce c'est littéralement un peu ce cas-là. C'est ça que Steve Dangle expliquait dans sa vidéo. C'était très intéressant. Puis, tu sais, s'il a porté le 16 à Toronto, c'est parce que je pense que le 93 à Toronto, tellement, il n'est plus disponible. Parce que pour les raisons qu'on a évoquées avec Doug Gilmour. Donc là, c'est ça. Il a porté le 93 à Vegas. Donc, tu sais, c'est pas vraiment un choix personnel. En tout cas, moi, c'est ça. Je pense que c'est cette année qu'on va voir si Vegas fait un des playoff run. Est-ce que c'est vraiment juste Toronto pour la pression ou si c'est vraiment le fait qu'il n'est juste pas capable de performer en playoff? En Puis je tout cas. voudrais rajouter là-dessus, c'est que par exemple, Jack Eichel, avant d'arriver, on disait que c'était pas un bon leader à Buffalo, que dans un grand moment, peut-être qu'il était pas le gars à avoir. Là, je peux pas parler des playoffs parce qu'à Buffalo, ils ont pas fait les playoffs avec Jack Eichel. Mais comme on disait tous ces mots-là, puis là, il est arrivé à Vegas, puis on n'a plus aucun problème avec lui dans la chambre. Ça a l'air que c'est un bon gars. Il a été le meilleur pointeur de Vegas qui ont gagné la coupe, donc
Ça pourrait changer pour Marner, on va voir, il reste juste à voir. Surtout Ouais. qu'il est bien entouré, comme on l'a dit, Stone, Hurtle, Eichel, il va y avoir des joueurs qui sont capables de performer, donc on va voir pour lui. Sinon, du côté de la défensive, il y a Noah Hanifin avec Shea Theodore. Très bonne première paire, très solide. Deux joueurs que j'aime beaucoup. Après ça, tu as McNabb avec White Cloud et Jérémy Lauzon et Korzag. Donc, comme on le sait, Pietrangelo va probablement pas jouer de toute la saison et probablement plus de sa vie. Donc, ça fait quand même un gros trou, mais ils ont quand même une belle défensive, même sans Ouais. lui. Donc, toi, qu'est-ce que tu penses de cette défensive un peu revampée sans Pietrangelo? Bah, c'est très solide. T'sais, oui, Lozon, il est là, mais c'est troisième paire. Je pense pas qu'il va poser tant de mal que ça. Là. Mais non, pour vrai, c'est ultra solide. Là. Je peux rien dire sur la défensive de Vegas. Puis ouais, non, c'est ça. Pour vrai, j'ai rien à dire. Moi, je pense Vegas, ils ont vraiment une attaque hyper forte, une défense hyper forte. Je pense que Vegas, un peu moins pire parce qu'ils ont une meilleure défensive au niveau défensif, mettons. Là. Mais je pense que Vegas, leur problème, mais c'est comme les Oilers, c'est les gardiens de but parce que c'est là que ça. Je trouve que c'est moins solide, là, si je peux Genre, te laisser en parler. Là. genre Eden Hill et Akira Schmid. Akira Schmid, c'est un deuxième, troisième gardien, mais Eden Hill, il est bon, mais c'est rien de sûr. Là. Il a été bon quand ils sont allés jusqu'à gagner la Coupe Stanley, mais il a pas été fou après. Puis avant ça, c'était pas un gardien numéro un. Donc c'est sûr que on pense qu'ils vont être corrects, mais comme tu le dis, c'est pas non plus un truc qui est sûr. Puis en même temps, souvent, c'est peut-être à cause de la défensive qui a l'air bien. Parce que Hmm. avec cette défensive-là, pas mal tout le monde peut être un bon gardien dans la Ligue nationale derrière la défensive de Vegas. Donc c'est vrai que c'est pas certain, c'est pas un Hellebuck, un Oettinger ou un Bobrovski que t'es sûr. Là c'est plus Aiden Hill. Mais en même temps, il s'est appelé pour être sur Team Canada, donc je me dis qu'il doit quand même être correct. Mais en même temps, il y a Bennington puis Montembeau, là, mais Je veux pareil. pas parler des gardiens de Team Canada, s'il te plaît, sinon je vais devenir vulgaire. Mais Mais ouais, ça ressemble à ça. Donc toi, c'est quoi que tu peux continuer sur ta pensée sur Aiden Hill? ben, Eden Hill en tant que tel, tu sais, former Yachts, donc je l'aime quand même un petit peu. Mais tu sais, moi je le trouvais très très solide, mais avec les Yachts, il était comme. Ben, il était au début de sa carrière, puis il était vraiment troisième gardien. Vraiment, il a joué comme en 19-20 puis en 20-21 parce que Runtas se blessait tout le temps, puis Kemper était blessé aussi. Puis il était solide. Là. Moi, je me souviens le deuxième match de suite que l'Arizona perdait 3-0 contre les Ducks, puis ont remonté pour gagner 4-3. Là. C'était, genre deux games de suite qui ont fait ça, c'était épique en 2021. Ça save en prolongation là, avec la mitaine. Là. Ah, c'était chef, c'était magnifique. Puis sinon, ben, il avait été solide contre Colorado aussi en shootout une fois les Coyotes avaient remonté en 2021. Mais sinon, parce que tu sais, avec les Coyotes, ils jouaient pas beaucoup, il y avait des bonnes stats. C'était du point 913, c'est que je vois, point 918 en tant que tel. Puis après, il y a eu San Jose en 21-22, point 906, mais là, c'était les Sharks, hein, on va pas y en vouloir tant que ça non plus. Puis Vegas, 22-23, c'est ses meilleurs chiffres, il est point 915, sauf qu'il a joué 27 matchs, c'est pas beaucoup. Il était 16-7-1, 2,45. Puis ce qui est à noter, c'est que sa moyenne de but alloué est jamais très très élevée. Là. C'est 2,71 en 23-24, c'est 2,47 en 24-25 en tant que tel. Puis 24-25, cette année en 50 matchs. L'année passée, il a été 32-13-5. Donc, c'est une excellente fiche. Par contre, pourcentage d'arrêt, c'est 0,909, 0,906. Donc, tu sais, c'est au-dessus de 90%, mais c'est pas incroyable non plus. Là. C'est moyen. Là. C'est pas moyen, c'est bon, mais sans plus. En tant que tel, c'était des années-lumière, par exemple, d'un Kemper ou par exemple, d'un Vasilevski. Vasilevski, d'un Lebok, c'est des années-lumière. C'est correct, c'est qu'elle se voit que la défensive, c'est vraiment ça qui le fait paraître un petit peu mieux parce qu'il accorde pas beaucoup de buts, mais relativement pour le nombre de shots qu'il accorde, ça reste, ses pourcentages d'arrêt sont pas extraordinaires. Donc, tu sais, il peut être bon, puis on sait que son prime en playoff, il l'a connu au bon moment avec Vegas en 22-23, parce que c'est littéralement lui qui a amené les Golden Knights en finale. Là. C'était pas avec Laurent Brossoit que tu te rendais en finale, on va se le dire. Mais, Non. mais ouais, c'est ça. Donc, tu sais, mais tu sais, l'année passée en playoff contre Edmonton, puis l'année d'avant, Donc c'est un c'est. gardien correct sans plus. Ouais, tu sais, mettons qu'il. Je trouve qu'il il est un peu moins pire qu'un Grubauer ou un Gorgiev, là. Je trouve en tant que tel. Mais je trouve quand même qu'il part un petit peu mieux à cause de la défensive devant lui. Fait que, moi, je trouve que c'est le gardien de but que ça va pêcher Nouveau Vegas. Et pour terminer, selon moi, Vegas, c'est l'équipe à battre dans cette division-là. Selon moi, c'est eux qui vont gagner cette division. Puis en série, on va voir ce que ça va donner, mais ça va être eux les favoris. On va voir, comme tu Ouais. as dit, avec Marner, ce qu'il va débloquer en jouant avec une nouvelle équipe. Mais pour vrai, j'ai vraiment hâte de voir parce que si Marner, c'est un flop total, ouf, ça sera pas beau pour lui. Mais si il réussit à aller loin en série, là, lui, il va pouvoir dire que c'est Toronto le problème. Puis là, il va avoir tous les droits de tout ce qui toute sa carrière Ouais. avant va comme s'effacer en série. Genre là, on Ouais. va dire vraiment c'est Toronto. Puis là, ça se peut que Matthews va peut-être partir. Oui, il y a un contrat, mais là, peut-être que les joueurs de Toronto vont faire yo, moi je dégage. Là. Parce que s'il voit que c'est Toronto le problème, là.
Mais bon, ça reste à voir. Sinon, si on continue sur notre quatrième segment, est-ce que tu veux l'expliquer Ouais. c'est quoi notre prochain segment? Ben, en gros, ben, tu sais, le quatrième segment, on fait toujours des jeux. Donc, la première semaine, on avait fait une tier list. La deuxième semaine, Les on hot avait fait takes. des hot takes. La semaine passée, on a fait le Mont Rushmore de la LNH. Puis là, cette semaine, on a décidé de faire des débats. Donc, en gros, PO, tu vas me poser quelques questions. Ben, j'en vois déjà deux sur l'écran à côté de moi. Mais en tant que tel, donc, puis là, après, il va falloir un peu débattre sur, selon nous, c'est quoi le choix qu'on prendrait en tant que tel. Tu sais, c'est des choix. Ça va être rapport à LNH aussi. Mais ouais, c'est ça. Ok, est-ce que toi, dans un pool, tu as le choix numéro un, Oui. vraiment juste un pool où que c'est un point égale un point dans ton pool, là, pas de mise en échec, pas de rien, là. Vraiment point, Ouais. point. Est-ce que premier au total, tu prends le favori McDavid à chaque année, ou tu prends un qui ont eu plus de points que lui l'année dernière, McKinnon ou Kucherov? Qui tu prends des trois? Et c'est pour ça ma casquette, justement, du Lightning, parce que moi, c'est un peu ça ma réponse Ok, à donc cette toi, tu question. prendrais Ouais. Kucherov. Moi, je prendrais Kucherov. Toi, ça serait quoi ton choix? Ben, moi, je suis basic, mais je prendrais McDavid pareil. Là. Genre, je pense que ça reste quand même. Oui, il a fait moins de points que McKinnon puis Kucherov dans les dernières années, mais ça reste quand même. Je trouve que c'est un meilleur joueur que ces deux-là, là, en tant que tel, plus complet. Puis les dernières saisons, il faut noter également que il a manqué des matchs aussi. Là. L'année passée, il a joué 67 matchs, 23-24, il en a joué 76. Donc, ça peut quand même être marquant. Encore là, en 23-24, il avait 132 points. Ben, Que ça va, oui, il a manqué des matchs, mais ça va pas tant. Là. Mais l'année passée, 67 matchs, 100 points en 67 matchs, ça reste quand même solide. Là. Mais là, est-ce qu'on va falloir considérer McDavid comme un petit risque pour les blessures? C'est vraiment tout ça. Mais moi, pareil, moi, je reste avec McDavid. Là. Genre, sincèrement, oui, coach ou Mac, mais ça peut rester ouvert entre McKinnon non. puis McDavid. Pour moi, je prends Ça peut. Kucherov, man. Tu prends Kucherov. Je prends Kucherov parce que, ok, j'ai quelques arguments. C'est que, premièrement, Vas-y, ces trois dernières vas-y. saisons, 113, 144 et cette année 121, il y a les deux derniers Art Ross. Et qu'est-ce qui me fait dire que sa production va continuer, c'est que son premier trio, c'est le seul trio hyper complet des trois joueurs qu'on a nommés. Point et Genzold, ça va toujours être ça le premier trio. Ils vont toujours faire des points. McDavid, il joue avec Hyman. Des fois, Nugent Hopkins, il descend au centre. Hyman, il s'est blessé dans les dernières années. Après ça, McKinnon, là, c'est plus Rantanen, c'est rendu Netchas. Est-ce que ça va être Landeskog? Ça va être Lekonen? Ça va être... Donc, le seul qui a vraiment un trio complet, élite, c'est Kucherov. Et aussi, quand tu regardes le reste de l'aliment de Tampa Bay, à part Eagle qui fait beaucoup de points, les autres, ils font pas beaucoup de points. Donc, souvent, l'avantage numérique reste 2 minutes complet avec Edman à pointe, Eagle, Kucherov, pointe, Genzold, que là, Kucherov fait plus de points aussi en avantage numérique. Donc, tout ça, plus qu'il a gagné les deux derniers Art Rush, me dit que peut-être que McDavid, c'est pas le choix à avoir. Ici, on parle du côté des blessures. On le sait, il a manqué une année complète à cause des blessures. Mais dans les trois dernières saisons, il a seulement manqué 5 matchs. Là. 5 matchs. Puis cette année, il en a manqué 4. Puis il a quand même fini premier pointeur de la ligue. Là. Puis il est vraiment complet. Puis vraiment, moi, Kucherov, ça serait Mais mon tu sais, choix. tu dis, genre, par exemple, tu dis que, par exemple, McDavid, lui, il joue, tu sais, avec des trios pas nécessairement stables. Mais tu sais, on va pas dire que c'est comme Hyman puis Nugent Hopkins qui le font produire. Là. C'est plus lui Ouais. qui fait produire les deux autres, on est d'accord? Tu sais, genre, je pense pas qu'il pourrait jouer avec n'importe quel. Excusez, mais il pourrait jouer avec n'importe quel Michael Pezzetta, ce monde, puis il produirait pareil. Là. Je pense pas qu'il y a tant de problèmes que ça à produire avec David. Là. Il n'y a pas vraiment besoin de l'apport à côté de lui. Oui, Là. mais en même temps, on compare 115 points puis genre 116 points. Là, c'est comme... Ouais, mais là, non. Moi, je pense que ça reste avec David pareil. Là. Puis ça reste il est plus jeune que coach? Je pense que oui, quand même. Ouais, Kucherov repêché, je me trompe pas, c'est 2014? Non, 2000... Hey, je sais plus c'est quelle année. Ah, peut-être j'ai 2012, je sais pas pourquoi. Non, Tu sais, je 2012, me mêle non, avec non, Vasilevski. 2012, c'est un esti de draft de pourri. Non, C'est-tu c'est 2011, Kucherov. 2011, c'est C'est encore plus 2011. vieux. Parce que je savais que Ouais, c'était pas 2012, parce que genre le meilleur pointeur, c'est genre Forsberg ou quelque chose comme ça. ouais. C'est genre Morgan 2013, c'est Riley. le draft de McKinnon. Donc c'est 2011. Ouais, c'est 2011. Mais ça veut dire que c'est aussi le draft de... De Nugent Hopkins, Mais c'est pas le notamment. draft aussi de... Non, Pasternak, c'est en quelle année? Ah, je commence à tout mélanger. Non, Pasternak, c'est 2014 avec Josh Heitel, Ouais. puis Pointe, ouais. Kucherov 2011, ouais, il commence à être plus vieux, t'as raison. McDavid, c'est repêché en 2015. McKinnon, c'est 2013. Aussi, on parle pas de Josh Heitel, il est très constant. Chaque année, il fait 100, Oui, 105 points. Lui, clairement, selon moi, lui, c'est le quatrième choix oui, clair. Même oui. qu'il y en a qui pourraient le prendre au-dessus de Kucherov. Mais moi, Kucherov, comme vous voyez ma cassiette, je pense que c'est le choix qu'on devrait faire.
Je vais rester sur McDavid, mais Draisaitl même. Tu sais, juste qu'il n'y a pas longtemps, là, peut-être que quand je faisais mon pool, on était juste 4, peut-être qu'on connaissait pas assez ça à l'époque. Là. Mais tu sais, moi, non, genre, il y a juste qu'il n'y a pas longtemps, Draisaitl, même, on se disait, ben, on prend 2. J'en pourrais, on n'avait pas tant de débats, on prenait McDavid 1, Draisaitl 2. Donc, Draisaitl peut être dans la discussion, mais moi, je restais avec Ben, McDavid. juste pour la constante de Draisaitl. 105 Ouais. points, 110 points en 71 matchs, 84 points, c'était la saison de 56 matchs Ligue canadienne. 110 points, 128 points, 106 points, puis cette année 106 points avec seulement 71 matchs. Donc la constance, t'es sûr d'avoir un gars de 105 points et plus qui peut même atteindre les Ouais. 130. Là. Donc Draisaitl, très bon choix. Donc il n'y a pas vraiment de mauvaise réponse entre les trois qu'on a nommés, mais ça va être intéressant de voir. Surtout que notre pool, on est ensemble. On va voir qui va Ouais. drafter premier. Peut-être que tu vas me voir prendre Kucherov, on sait jamais. Bro, t'as fini premier l'année passée, t'as pas grand chance de repêcher premier. Désolé, là, je te Je l'annonce. sais, notre système fonctionne que c'est moi qui ai le moins de chance de drafter premier, mais on sait Ben, jamais, on ben sait tu sais, jamais. on pourrait décider de laisser de la chance aux autres, mais sinon, ça va brailler. Là, ça, Voilà. je le sais. Là. Je le connais, là, mais en tout cas. Mais bon, Mais ouais, c'est ça. Okay. le, C'est que je reste sur le deuxième débat que McDavid, je reste sur j'ai, Cook. c'est deux joueurs que t'aimes beaucoup. Suzuki ou Keller, qui tu prends? Donc, c'est quand même un débat que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, puis j'ai fait, c'est vrai que c'est Ouais. un bon débat. Keller, peut-être un petit peu plus offensif depuis plus d'années. Comme cette année, on le sait, il a atteint les 90 points, puis il avait eu d'autres saisons très très bonnes. Si tu compares genre, ces 4 dernières saisons, si tu fais le average, c'est 1 point par match. Suzuki, à part cette année, il n'a jamais été point par match. Suzuki peut-être plus complet. Donc toi, qui tu y vas? Tu y vas avec Keller ou avec Suzuki? Euh, ben, c'est sûr que c'est compliqué de hate mon Clayton. Hein. Même s'il est avec, même si c'est Utah maintenant, là, mais c'est, ben, écoute, genre 22-23. Suzuki fait quoi? Genre 60 points, un truc de même. Mais les Canadiens en 22-23 sont pas bons. On est d'accord? Hein? C'est Michael Pezzetta, troisième trio. Puis c'est Jacky, première paire. Peut-être pas autant, là, mais Mais on comprend. puis, mais ouais, c'est ça en tant que tel. Puis tu sais, il fait comme 60 points. Keller, cette année-là, Coyote, c'était pas du gros niveau non plus. C'était Connor Ingram avant qu'il décide de faire un vide blanchissage. C'était Vemelka correct. C'était Schmaltz, Wayton qui produit pas. Cooley était pas là. La def, il y avait Patrick Nemeth. Puis il y avait Zach Cashin. Puis Troy Stetcher. C'était pas une bonne équipe, les Coyotes en 22-23. Christian Fisher, puis tout. Là. Puis Keller fait 86 points. Là. C'est quand même, c'est quand même pas si pire. Il manque pas de game. C'est un joueur. Mais tu sais, ça, là, on peut leur donner aux deux. C'est deux joueurs qui manquent pas beaucoup de matchs. Genre, sincèrement, là. C'est comme Keller, depuis le début de sa carrière, il a comme manqué, genre littéralement, c'est en 21-22, il y a comme une fracture à la jambe, c'est qu'il manque la fin de la saison. Mais tu sais, c'est arrivé au mois de mars. Sinon, l'année d'après, il manque pas de game. L'année d'après, en 23-24, il a comme manqué 4 matchs. L'année passée, il en a manqué un. C'est que, il n'y en a pas tant manqué. Suzuki a toujours pas manqué de match depuis le début de sa carrière non plus. Donc, c'est le Phil Kessel des Canadiens. Euh, avec le talent en plus, là, mais non, on veut pas être Phil Kessel quand même, il est bon. Mais, mais tu sais, en Avec tout cas, l'entraînement en plus. ouais, avec l'entraînement en plus. Un petit peu plus fit, maintenant. Mais aussi, il y a le truc. Bah, tu sais, ils n'ont pas tant de différence d'âge. Là. Keller était repêché un an avant à peine. Là. Puis, c'est son. Je restais avec Clayton Keller parce que Keller, ben, les deux ont des mains. Mais Keller, il peut. Il y a plusieurs armes parce que j'ai réécouté des highlights un peu en nostalgie dans les derniers jours. Sniff. Mais j'ai réécouté quelques highlights. Puis 23-24, là, je me souviens, il y a des buts en. Il fait un truc que. Parce qu'on n'en parle pas assez, mais le tir frappé de Clayton Keller là, dans la lucarne, il peut vraiment être très, très solide. Là. Genre power play, là. En gros, moi, je voyais beaucoup ça. En 23-24, il faisait un peu moins l'année passée avec Utah. Mais en gros, c'est qu'il fait la passe à quelqu'un, il refait la passe, il fait comme un jeu de passe en tant que tel, tu sais, des passes répétées. Ça mêle un peu la défensive, puis après, il te ramasse, il te fait un slap comme ça, puis ça rentre. Tu sais. Keller a fait beaucoup ça en 23-24, puis en 22-23 aussi. Puis l'année passée, il a fait un peu moins. Mais, tu sais, pareil, ça reste un gars qui peut être à bonne place, qui a un très bon tir, c'est un excellent passeur aussi. C'est plus un fabricant de jeu qu'un scoreur, on va se le dire. L'année passée, il a 60 passes, puis 30 buts. Là. Puis en tant que tel, 27 ans, il est encore en progression. Je peux dire ça quand même. Il est encore en progression. Puis, tu sais, ça reste. Il y a des années qu'il n'a pas produit, mais on va se le dire, c'est parce que Rick Tocchet, avec les jeunes joueurs, il est pas bon. Là. Genre, désolé de vous le dire, là, mais c'est. Mais avec tout ça, c'est quoi ton choix entre les deux?
C'est vrai que j'étais pas clair. Moi, j'ai annoncé le pour et le contre. Là. Mais c'est ça, quand tu l'as vu, quand Tourigny est arrivé en Arizona, là, tout de suite, il a commencé à progresser, à genre à produire. Là. Depuis ce temps-là, ben, comme tu l'as dit, il y a un point par match depuis que Tourigny est entraîneur-chef. Là. Moi, je vais prendre Keller. Il y a le côté offensif en plus, un petit peu plus, meilleur fabricant de jeu, puis mais, en tout cas, un peu plus menaçant au niveau de l'attaque. Mais je peux comprendre de prendre Suzuki parce qu'il est un petit peu plus défensif, mais je vais rester avec Keller pareil. Moi, je prends Nick Suzuki pour la simple Ouais. et unique raison, c'est que, comme tu l'as dit, ben, il y a deux, trois raisons. C'est que tu dis, il a jamais manqué de match, de un. Ça, c'est un gars que tu peux compter dans tous les matchs et tout le temps là. Ouais. Très bon défensivement. Il y a eu des votes pour le Selkie. Et aussi, on le voit, c'est vraiment un two-way complet. Et à chaque année, et sans exception, il s'améliore, pas juste Ouais. dans le fait qu'il est complet, dans ses points à chaque année. Quand tu regardes, à chaque année, il y a une progression. La seule année où il n'a pas monté le nombre de points, c'est parce que la saison a été écourtée, il a joué beaucoup de moins de matchs. C'était la saison Ouais. canadienne, mais 41-41. Donc, Ouais. à chaque année, il augmente. 41-41, 61, 66, 77, 89, 150, 300. Ok, non, là j'abuse. Mais Ben, vraiment, à chaque année, ça c'est augmente. Donc, à quel point son plafond est peut-être pas atteint, Keller peut-être. Comme là, à chaque année, ça augmente pas. Genre, ça fluctue un peu, mais ça reste dans les mêmes ranges. Je me dis peut-être que le plateau de Keller, c'est ça, le 90 points. Est-ce qu'il a atteint son plateau? Moi, je vois Suzuki peut-être le surpasser, peut-être un 95 cette année, peut-être un 96, 97. On sait pas. Donc c'est pour ça que je prendrais Suzuki, mais sinon les deux joueurs pour moi sont vraiment très 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 proches. Ben, je pense pas que Keller a tant atteint son plafond que ça, parce que, tu sais, genre, 21-22. Là, on parle des Coyotes. En plus, s'ils se blessent en fin d'année. Là, on parle des Coyotes où à la fin de la saison, il faudrait que je retrouve, parce que dans ce temps-là, j'avais mon compte Instagram, tu sais, genre, je postais les starting line-up, là. La défensive lors du dernier match de la saison, la prochaine Gustis Bear, là, c'était Dyson Mayo première paire. Genre, pour elle, c'était dégueulasse, si je peux dire ça comme ça. Puis l'attaque, c'était Antoine Roussel, deuxième trio, avec Andrew Ladd, là. Puis Louis Erickson était là. C'est que, tu sais, il est comme 63-67, puis il se blesse avec une équipe vraiment dégueu, là. C'était le tank, puis ça a drafté troisième après. L'année d'après, en 82 games, avec une équipe pas tant meilleure, il fait 86 points. L'année d'après, en 78 matchs, 76 points. Donc un peu en dessous d'un point par match. Mais là, il y a des trucs à noter. Il a manqué 4 matchs, mais ça ne va pas changer grand-chose. Il va peut-être atteindre 80. Mais c'est surtout que là-dedans, il faut que tu comptes la séquence où ce que les Coyotes ne gagnent pas une game au mois de février. À cause de notamment, c'est là que les rumeurs de déménagement ont commencé à arriver aussi. C'est que l'équipe a comme perdu 13 games de suite. Tu t'en souviens comment j'étais en dépression puis tu te foutais de ma gueule à ce moment-là. Là. Mais puis l'année passée, en 81 matchs, c'est 90 points. Puis là, je me souviens plus exactement c'était quoi le premier trio, mais là, tu sais, là, on est d'accord qu'il jouait avec Coulé Ouais. sur le premier trio. Coulé, Puis je pense qu'il jouait avec Gunter si je me trompe pas. puis Gunter. En tant que tel, c'était un excellent premier trio. Puis Coulé, il est à sa deuxième saison. Il va continuer à progresser. Puis là, il progresse encore, il fait plus de points. Moi, je pense que son plafond, là, je vais 100 peut-être points? trop le gler. Moi, je pense qu'il peut atteindre 100 points. Genre, sincèrement, là. C'est avec un Coulé qui progresse. Coulé, c'est un très bon fabricant de jeu aussi. Donc, moi, je dis 100 points, donc je vais rester avec Keller, mais Suzuki, il va pouvoir s'approcher de 100 points là, également. Là. C'est un excellent fabricant de jeu. Mais je vais rester avec Keller, parce que je pense qu'il n'a pas atteint son plafond. Puis il peut atteindre le 100 points. Pas easy clap, mais dans mon mode franchise NHL 24, dans mon mode franchise NHL 24, à part ma première saison que j'ai joué toutes les games puis les playoffs, qui a fait 133 points au-dessus, là. Ah non, même 150. J'ai fini avec 82 buts. En tout cas, hors propos, mais tu sais, mais tu sais, juste pour vous dire, il a atteint des saisons de 100 points aussi, là. Donc, dans mon mode franchise, avec des joueurs moins bons. Donc, moi, je dis, je fais confiance en mon NHL 24, mes Coyotes avec 8 Coupe Stanley. Moi, je dis, il peut atteindre 100 points. Donc, je vais rester avec Keller. Ok, donc là j'ai un dernier débat, Oui, un troisième, c'est que maintenant on a fini de faire le preview de toutes les équipes du côté de l'Ouest. Donc oui. pour toi, qui est l'équipe favorite pour remporter cette division, faire le plus de points? Je te donne trois choix. Est-ce que c'est Golden Knights, Colorado ou les Stars, selon toi? Hmm. Ben, C'est un bon débat, la, hein? je vais dire la phrase cliché qu'on dit toutes, notamment ma mère lorsque c'est le moment de faire le pool. En tout cas, quand on arrive aux séries, les séries, c'est une autre saison. Tu sais, tu la connais, cette phrase-là cliché qu'on dit toutes. Là. Puis,
Je sais même pas pourquoi je mets ça à table, parce qu'on parle vraiment juste de la saison régulière. Oublie ce que j'ai dit. J'en oublie vraiment tout. Limite, genre, en tout cas. Mais non, saison régulière, là, ben Vegas. Ils ont plus de star power à l'attaque. Oui, les stars sont peut-être plus profonds en tant que tels. Notamment au niveau de la ligne de centre, ils ont les meilleurs gardiens. Les stars. Sinon, l'Avalanche, Leur défensive est vraiment incroyable, là. leur défensive, Plus- l'attaque est un peu moins forte. Mais tu sais, ça va être une histoire de c'est qui fait le plus de points à la fin de la saison. C'est que, tu sais, c'est. La saison. Moi, je dis Vegas. Juste pour ça. En Parce que, tu saison sais, en régulière. saison régulière, pas nécessairement avoir besoin d'avoir des tant bons gardiens. Là. La question des gardiens, ça va être plus en playoff. Donc, saison régulière, tu peux clairement gagner beaucoup de matchs avec Aiden Hill. Puis, c'est sûr que de l'autre bord, ils ont Ottinger puis Blackwood qui sont meilleurs qu'Aiden Hill, je pense. Mais, ben, écoute, tu sais, en tant que tel, avec la def est solide. L'attaque, c'est du star power. Ça va faire des points, ça va gagner des games. Moi, je vois avec Vegas. Moi, j'y vais avec les Stars, surtout pour un OK. point, c'est que moi, je pense que Wyatt Johnson, cette année, il était déjà bon, mais j'ai l'impression qu'il va exploser cette année. Puis honnêtement, Rantanen, j'ai hâte de voir s'il va avoir le couteau entre les dents de prouver qu'il était une superstar, pas juste à cause de McKinnon. Puis je trouve que leur profondeur à la ligne de centre, t'as Ruby Hintz, t'as Wyatt Johnson et t'as Matt Duchesne comme trois premiers centres, c'est juste incroyable. Il y a des gars comme Maverick Bourque qui sont jeunes qui vont prendre un autre niveau. Selon moi, j'ai le goût de dire les Stars, surtout à cause du gardien. Jake Ottinger, pour moi, est une coche au-dessus des deux autres. Mais ça reste que ça va être très très proche. Vegas vont être très très bons Ouais. aussi. Donc j'ai vraiment hâte de voir qui ça va faire. Mais pour moi, si j'y vais avec les Stars, je trouve que vraiment, ils ont une équipe vraiment très le fun à regarder. Colorado, je l'ai mis, mais je pense qu'ils vont plus être un peu plus bas parce que la profondeur en attaque descend vraiment plus rapidement que les autres Ouais. équipes. Il reste avec Ouais, ouais. des excellents défenseurs, mais les trois équipes ont des défensives excellentes. Donc là-dessus, ça leur donne pas tant un avantage de plus. Oui, Ouais. ils ont McKinnon en attaque, probablement le meilleur joueur de toutes les trois équipes que j'ai nommées, mais Mm. après ça, ça descend vite, là. Oui, ils ont Nelson deuxième centre. Après ça, Nishushkin, il soit blessé, soit il se fait suspendre à chaque année. Ensuite de ça, Les t'as, Canadiens. t'as Netchas, est-ce que c'était Ouais. une année hors de l'ordinaire? Parce qu'il n'était pas aussi bon l'année d'avant. Lekonen, il est bon. Est-ce que c'est vraiment un joueur de premier trio? Landeska, il y a des points des questions. Donc pour moi, ça joue entre Vegas et les Stars. Mais moi, je vais y aller avec les Stars. Donc selon moi, les Stars, Suzuki et Kucherov sont les bonnes réponses. Pour toi, les bonnes réponses, Tiens. c'est McDavid, Keller et les Golden Knights. Donc dis-nous dans les commentaires que vous pensez entre nous deux dans Ouais. les bonnes réponses entre les tout. Et ça conclut pas mal notre émission pour cette semaine. Ben, effectivement, donc un excellent épisode aussi. On a parlé de plein de sujets. Je vais déjà faire un peu preview de la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est l'émission spéciale NFL, donc qui va être enregistrée spécifiquement un lundi, puisque si je me souviens bien, PO, il faut que tu ailles à Gatineau, un truc comme Oui, ça. pour ma Donc, job, je dois aller toute la fin de semaine à Gatineau, donc on peut seulement l'enregistrer le lundi, donc ils vont sortir le lundi soir, mais ça va être avant ouais, la saison qui commence le ouais. 4, si je me trompe pas. Ouais, je pense Donc que c'est le 4 septembre. vous allez pouvoir avoir toutes vos previews, on va avoir des invités pour nous aider à regarder Ouais. toutes les équipes. Donc pour les fans de football, c'est la semaine prochaine qu'il faut être là. Mais c'est ça. Donc, ça va prendre la place de mon bloc, on va le dire tout de suite, en tant que tel. Sinon, il va toujours avoir un bloc actualité. C'est peut-être là que je vais essayer de parler un peu de la Vuelta, au moins des résultats de la première semaine. Justement, j'en ai pas parlé, mais la première étape, c'est fini depuis. Puis, sans aucune surprise, c'est lui que j'ai dit favori au maillot vert. C'est une étape qui finit en sprint. C'est le Belge Jasper Philipsen d'Alpecin de Konin qui a remporté l'étape. Devant, il faut que j'aille rechecker les résultats, ce sera pas un nom. Mais je crois que c'était devant Ethan Vernon et Orluis Hollard. Donc, Ethan Vernon, un sprinter d'Israël Première Tech. Donc, logiquement, c'est Philipsen qui remporte la première étape. C'est lui qui va prendre le premier maillot rouge de leader. Puis également le maillot vert qui va être porté par un autre coureur. Parce que ça aussi, c'est comme ça que ça marche en cyclisme. Puis ça peut arriver qu'un coureur ait plus qu'un maillot distinctif, mais il ne peut pas porter les trois en même temps, par exemple. Jean Pogacar, il ne pouvait pas porter le maillot blanc, le maillot jaune puis le maillot à pois. C'est qu'il faut qu'il délègue au deuxième, au troisième au général. Donc, Philipsen va déléguer son maillot vert à Pepin Rendering, parce qu'il a été chercher des points au niveau du sprint intermédiaire, je crois. Alessandro Vert va aller porter le maillot à pois. Il est allé chercher 3 points aujourd'hui sur la difficulté de troisième catégorie. Puis le maillot blanc, ben, ça va être Ethan Vernon de l'Israël Première Tech, parce que c'est un jeune sprinter, il a fini deuxième. Donc au classement général, c'est le meilleur jeune. Puis c'est vrai que j'ai oublié de parler tantôt, excusez, mais le meilleur jeune, en gros, c'est 25 ans et moins. Donc en gros, je pense que là, c'est ceux-là qui sont nés à partir, genre, après le 1er décembre 2000. Le 1er janvier 2000, qui sont encore éligibles cette année. Puis l'année prochaine, ben, ça va être 1er janvier 2001. Donc, tu sais, ça va tout le temps changer. Donc là, Vernon est éligible, c'est lui qui va porter le premier maillot blanc. Sauf que là, ben, demain, Philipsen
va porter maillot rouge, oui, mais il ne devrait pas le garder. Ça va finir en montée de deuxième catégorie. Ça va probablement être trop dur pour lui de le garder. Il va chuter. Puis aussi, on a vu également en fin de course, Jay Vine qui a perdu du temps volontairement. Donc, il s'est fait décrocher volontairement pour le peloton. Comme ça, il va pouvoir aller dans les échappées pour aller chercher des points pour le maillot à poids. Donc, il pense déjà à ça. C'est un peu une tactique. Donc, je vais en parler un peu lors du bloc actuel la semaine prochaine. Sinon, toi, tu vas continuer les previews de la LNH. Là, on va commencer la division métropolitaine. On va aller dans l'Est. Donc, les 4 dernières de l'année passée. Les Flyers, les Islanders, les Penguins et les Rangers. Puis sinon, le bloc 4, on va essayer de parler un peu de football aussi. On va voir ce qu'on peut chercher d'ici là. Donc, en gros, j'espère que vous appréciez cet épisode. Dites-nous en commentaire, en tout cas, si vous êtes d'accord dans les Reels, notamment, par exemple, à ce qu'on a dit pendant les débats. Puis on va se retrouver la semaine prochaine.